Bonjour, bienvenue sur CNET, émission spéciale CES. On fait le débrief de tout ce qui s'est passé la semaine dernière. Tout de suite, on voit le sommaire. Au programme, on parlera images et son avec Daniel Pasquale. Nous irons voir ensuite du côté de la mobilité et des smartphones avec Alexandre Billot. Yuki de Gamecult rejoindra le plateau pour la partie gaming. Guillaume Bonvoisin fera un état des lieux côté hardware et hybridation. On finira cette émission marathon avec l'impression 3D, les écrans souples et objets connectés. Tout ce que vous devez savoir sur le CES Cru 2013 est dans le CNET Live. Donc, grosse émission, toute la rédac, les blogueurs, des têtes qu'on n'a pas l'habitude de voir, c'est très bien. On va commencer par, à Seigneur tout honneur, le son, l'image. Daniel, on commence avec toi, un petit débrief sur la télé, la photo, en gros tout ce qui se voit et ce qui s'entend. On va commencer par la télévision. Donc même si c'est un salon où les constructeurs annoncent des nouveautés, c'est aussi et surtout un salon où ils montrent les gammes qui vont arriver au cours de l'année. Oui. À ce niveau-là, pas vraiment de surprise. On retrouve les technologies qui étaient déjà là en 2012. Donc c'est du LED, c'est de l'ultra fin. Qu'est-ce qui a vraiment marqué Si on doit résumer, en résumé, grande définition, grands écrans pour les télés. Grande définition, grands écrans. Une évolution des interfaces des Smart TV, plus intuitives, avec des fonctions dites intelligentes. Ils sont censés proposer des programmes automatiquement au goût du spectateur, de l'utilisateur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a, chez Panasonic, la webcam intégrée qui a une fonction de reconnaissance de visage et du coup reconnaît automatiquement l'utilisateur qui est en face de lui et va chercher son profil. Voilà. Donc, mais ça, c'est l'évolution logique des choses. C'est pas vraiment une nouveauté propre au CES 2013. Toujours dans ces gammes qui vont arriver au cours de l'année 2013, c'est que le plasma n'est pas mort. Panasonic propose toujours des gammes, notamment ces gammes VT et ZT. Jusqu'à présent, c'était la VT qui constituait le haut de gamme. Et là, il a le haut de gamme avec la série ZT. Donc, la haute facture. Voilà. On est à combien à peu près? Je sais pas, j'ai pas eu les tarifs encore. Sympa, donc ils vont faire des présentations en Europe bientôt. Donc là, on en saura un peu plus sur les tarifs. Et sinon, la 3D qui est toujours là, mais on n'en parle plus. C'est devenu calme plat même. Enfin, en gros, c'est intégré, ça y est. Ça fait partie des télés. Ils n'ont pas poussé en avant, ils n'en ont pas parlé. C'est une fonction comme une autre, elle est là. On l'utilise, on l'utilise pas, mais c'est pas ça qui va sauver l'univers de la télévision. Voilà. Alors justement, tu me tends la perche, donc je vais la prendre. Par contre, on nous a rebattu les oreilles de 4K, de 8K, d'Ultra HD. On peut juste, parce qu'on en parlait juste avant le tournage, a priori c'est pas clair pour tout le monde du tout. Du tout. L'Ultra HD, la 4K, la 8K, c'est quoi? C'est pour qui? Ça marche comment? Dans le langage des médias grand public que nous sommes, c'est la même chose. Peut-être pas la 4K et la 8K. Mais... non, mais 4K, Ultra HD, Quad HD, si vous voyez ces termes écrits ou quand on les prononce, c'est globalement la même chose. Après, en allant un peu plus loin, la 4K, c'est quand même un format spécifique cinéma qui est un tout petit peu plus large. Voilà. Mais bon, ça c'est un aparté. Ensuite, le Quad HD et l'Ultra HD, c'est exactement la même chose. C'est le double de la définition HD en hauteur et en longueur. Donc c'est qu'on a du 3840 par du 2160 pixels en définition. Et donc c'est l'Ultra HD, Quad HD. C'est 4 fois mieux défini en fait que l'image Full HD. C'est ça. Voilà. Il y a 4 fois plus de points. 4 fois mieux défini, mais qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là pour des sources de basse qualité? Alors au niveau de l'upscaling, au niveau des produits, là tu poses le problème du contenu et donc c'est comme à l'époque de la HD à l'époque, c'est que pour le moment il n'y a pas de contenu. Il y a bien Sony qui propose un serveur de streaming HD qui va livrer avec sa télé, mais uniquement aux États-Unis. Ça va être comme pour l'upscaling des DVD sur du HD, ça va dépendre de l'efficacité de la puce de ton lecteur, des algorithmes. On a pu constater que l'upscaling du début de la HD n'a rien à voir avec l'upscaling qu'on a à l'heure actuelle. Donc ça va s'affiner, ça va s'améliorer, mais pas de miracle. Quand tu dis qu'il n'y a pas de contenu, il y a du contenu possible, parce que toutes les vieilles bobines 35 mm, on peut les mettre en 4K, en Ultra HD. The Hobbit, le dernier film que tout le monde a vu, ou va voir, qui a été tourné en 4K, donc ça aussi, ça pourra sortir en Ultra HD, donc il y a quand même du... Ça pourra. Ça pourra.
Non, mais si on doit résumer, Dan, en gros, la 4K, on en a beaucoup parlé. Déjà, le ticket d'entrée, il est monstrueux en termes de prix. L'Ultra HD, la Quad HD, tout le monde on a parlé, tout le monde l'a montré, mais c'est pas forcément une nouveauté propre au CES, puisqu'on l'avait déjà vu à l'IFA, avec la télé 84 pouces de chez Sony et LG. Sony commercialise déjà son modèle, 25 000 $ à peu près, j'arrondis. On n'est plus à quelques milliers de dollars près. Et c'est surtout qu'au CES, tous les constructeurs ont annoncé des téléviseurs Ultra HD. C'était la grande tendance maintenant. C'est la grande tendance. En gros, on voit que le chemin est amorcé, sauf qu'on a encore quelques mois, voire quelques années avant que ça se démocratise réellement, qu'il y ait des baisses de coûts. Il faut que ça baisse, il faut qu'il y ait du contenu. Donc, pour revenir à la question de Sébastien et pour en parler rapidement, si les films sont filmés en 4K à la source, ils pourront être facilement sortis en Blu-ray Ultra HD, Quad HD. Et pour tout ce que tu disais en film analogique, du 35 minutes, c'est juste qu'il faut refaire toute la masterisation. Donc on l'a déjà fait pour du HD, donc il faudra peut-être le refaire pour du Ultra HD. À nombreux éditeurs de refaire, de rééditer. Ils ont peut-être marre, les éditeurs, de repasser derrière, même si c'est dans l'intérêt de l'utilisateur. Et la même chose, l'utilisateur en a peut-être marre de racheter tout le temps les films, parce qu'on est quand même passé du VHS au DVD, au Laserdisc, au HD DVD, au Blu-ray, et maintenant il y aura le Blu-ray 4K, ça commence à faire beaucoup. Là, dans 2 ans, on aura Blade Runner en 4K. Star Wars. Et Star Le Wars. 5e coffret de Star Wars à racheter dans une autre définition. Pour les films, oui, mais pour regarder la télé, est-ce que ça va servir à quelque chose Pour le moment. Alors, pour le moment, on vient juste d'avoir 6 nouvelles chaînes TNT HD. Oui. On rattrape juste le billet à 3 ans. Alors, même s'il y a un canal test qui a ouvert sur un satellite pour tester le 4K, je pense qu'on n'est pas prêt de voir des chaînes en Quad HD de suite. D'accord. Parce que déjà, il faut filmer à la source, enfin, faut produire à la source. C'est Faut diffuser. comme le HD, enfin le HD comme l'Ultra HD à la base est prévu pour le cinéma, le film, le home cinéma. Alors justement, on a une question là-dessus. D'ailleurs, merci à tous ceux qui ont posé des questions. On les a bien notées, on va y répondre justement. La question qu'on s'est quasiment posée dans la seconde quand on a vu l'annonce au CES de Sony qui dit bonjour, on va streamer, on va mettre en VOD de la 4K. Je la vois arriver, oui, la VOD Ultra HD, Quad HD. Avec la DSL en France, enfin c'est juste une blague. C'est une blague, déjà la HD ça marchouille, donc clairement l'Ultra HD c'est pour du très haut débit, c'est de la fibre optique. Voilà, donc en gros l'infrastructure... Soit ça sera possible en téléchargement. Ouais, si on est patient. En étant patient. Mais en streaming avec mémoire tampon, ça m'étonnerait que ça passe sur de la DSL. Donc la question est réglée. Pour le faire en HD, c'est déjà parfois un peu limite. Alors là, en 4K, j'imagine 4G par ton smartphone peut-être. Bien sûr. Oui. Tu sors le très haut débit mobile. Mais bon, l'Ultra HD était qu'une des tendances qui a émergé lors du CES. L'autre tendance, c'est l'OLED. Ouais. Ah, voilà, de l'OLED partout. Même Panasonic qui fait surtout du plasma et du LCD LED a annoncé son modèle OLED, donc ça arrive. Puis forcément, il y a les croisés des chemins, il y a l'OLED Ultra HD. Voilà. Si on résume vite fait pour les, on va dire, néophytes, l'intérêt de l'OLED par rapport à ce qu'on a maintenant plus gros contraste, plus grande luminosité, couleur plus pétante, donc il faudra faire très attention au réglage. Il va faire ouvrir les manuels des télés. Moins de consommation énergétique, donc économie. C'est en gros les principaux avantages. Et une image sublime. Enfin, l'OLED, c'est quand même quelque chose de magnifique à regarder. Oui, mais parce que quand tu la regardes un petit peu, c'est les couleurs pétantes qui font souvent que c'est beau. Ça, t'as un truc qui s'appelle la colorimétrie sur une télécommande. Tu fais moins et tu baisses la colorimétrie. Du coup, oui, mais si tu mets 2 coloris identiques, 2 écrans de technologies différentes, que ce soit un bon LED à côté d'un OLED ou un très bon plasma à côté d'un OLED, si les réglages sont sobres, l'image est sensiblement équivalente. Mais ce que je voudrais savoir, c'est l'OLED là, parce que chaque année on dit c'est super, ça va arriver, etc. Est-ce que cette année, ça va réellement arriver ou est-ce que ça va encore être CES 2014 ? Oh, ils ont représenté des télés. Parle-nous d'LG. T'es mauvaise langue. LG a annoncé un modèle l'année dernière au CES, l'a représenté au cours de l'année en Europe. L'a officiellement annoncé 3 jours à la fin de l'année pour dire qu'elle était dispo en 2012, mais je pense qu'elle va être concrètement disponible en février-mars. Donc oui, l'OLED arrive, c'est un modèle 55 pouces. Et sauf dernier faux bond, ça arrive.
Et on fait un dernier point alors parce qu'on a quand même vu des maxi-écrans, pardon, plutôt. Oui, ça s'était un petit peu calmé ces dernières années sur la course à la diagonale. Là, c'était la débauche totale. On arrive jusqu'à 110 pouces. C'est du 110 pouces, oui. Mais est-ce qu'il y a clairement un intérêt, on va dire pour des gens normaux avec une maison normale ou un appartement normal? Alors, donc une quand même maison 90% avec des gens. un salon normal, oui. Parce qu'on rappelle, 110 pouces, ça fait une diagonale de 2 mètres... De 2 mètres 50, entre 2 mètres 50 et 3 mètres. Donc on retrouve quand même avec un bazar. C'est combien? Alors, le recul minimum. Alors, sauf que sur le recul minimum, c'est qu'on a souvent tendance à se replonger dans l'univers des tubes cathodiques, où il fallait à peu près 3 à 5 fois la diagonale, on conseillait ça. Là, avec l'apparition de la HD et du coup de l'Ultra HD, les reculs minimum est moindre, puisqu'on verra moins les pixels. Avec 3 mètres de diagonale, il faut peut-être quand même reculer un peu pour voir l'écran en entier. Oui, mais c'est plus de l'ordre de 3 à 5 fois la diagonale. Donc ça dépend du contenu qu'on regarde en fait. Et de la définition, oui, tout à fait. Oui. Et la question que je vais poser justement, qui est un peu, qui est un peu dans l'esprit, il y a quelqu'un qui me demandait justement les nouveautés marquantes en vidéoprojection. Alors en fait, moi j'ai retourné la question autrement. Entre un truc de 2,50 m et finalement un bon écran de projection, enfin un bon truc de projection, un bon système de vidéoprojection, est-ce que ça vaut pas plus le coup? Du coup, avec l'arrivée de ces écrans 110 pouces, notamment Samsung qui a présenté un Ultra HD 110 pouces que nos confrères américains ont pu aller voir, on atteint des diagonales d'écran à peu près similaires, donc la question peut se poser. Ça va se décider au niveau du coût, le coût d'un vidéoprojecteur, le coût de ces écrans. Je pense que le vidéoprojecteur a de la marge devant lui au niveau tarif. Et donc pour répondre à la question au niveau des nouveautés au niveau du CES, LG a présenté un vidéoprojecteur exploitant une technologie laser, 3 lasers RVB, l'Ecto 100. C'est pour atteindre, alors je vais pas dire des bêtises, une autonomie de 25 000 heures versus les lampes des vidéoproches qui étaient... C'est pour une diagonale à peu près de 100 pouces et qui annonce en fait une autonomie de 25 000 heures sans... Ce qui est plutôt... Qui est pas mal, hein, mais à l'heure actuelle, les vidéoprojecteurs aussi. Les LED déjà, c'est déjà 5-10 000 heures. Hein, et juste, alors on fait un petit point, parce que les télé 110 pouces, on est dans quelle gamme de prix à peu près? Pareil, le problème de ces salons, c'est que c'est souvent des annonces et qu'ils annoncent pas forcément les prix. Donc, et puis c'est un salon américain, c'est souvent les tarifs aux US, les modèles US. Donc on n'aura pas forcément exactement les mêmes en Europe. Donc moi je préfère attendre leur présentation en Europe pour en parler concrètement. Pour donner les prix concrètement. D'accord. On a fait le tour pour la télé. Pour la télé, oui, il y a peut-être l'invasion des constructeurs chinois qui sont là. C'est un peu l'histoire. Les Coréens ont taclé les Japonais et les Coréens sont en train de se faire tacler par les Chinois. Il y a hier, il y a que je retrouve mes notes. Mais ils tapent fort. Ayer, TCL, Hisense et puis TP Vision, Philips. Souvent en fait en présentant des modèles qui n'ont rien de fondamentalement innovant, mais par contre qui sont pas innovants, les technologies sont là, ils ont fait de gros progrès en design. Donc le prix. Je crois que c'est le prix qui est intéressant. Voilà. Là c'est imbattable pour le coup. Et puis souvent il y a des idées, c'est ce qu'on a vu au CES de l'année dernière, c'était ailleurs, je crois qu'ils présentaient une télécommande, avec un clavier, enfin voilà. C'est souvent le petit détail, ils vont pas chercher l'innovation à tout craint. Ils sont pas là pour ça, ils sont là pour présenter des produits et en vendre. Enfin, ils sont très pragmatiques. Bon, on s'arrête sur les télés, on passe à la photo. La photo, oui, alors... là par contre, on est allé dans le petit. C'est dans le petit, pas de gros appareils présentés, pas de réflexe. Il y a eu de l'hybride, du compact objectif interchangeable, du compact expert. Et des compacts Wi-Fi. Donc, l'appareil photo se connecte globalement déjà. C'est la plus tendance. Je vais juste faire les deux petits trucs avant. Il y a donc au niveau de l'hybride Nikon qui s'installe définitivement avec de nouveaux produits. Pentax qui entre dans le monde du compact expert. Donc voilà. Et puis surtout, la grosse tendance de ce salon, c'est les appareils photo qui se connectent à un smartphone, à une tablette, qu'on peut commander à distance, toujours avec les smartphones et ces tablettes. La grosse différenciation
de se connecter à un smartphone avec une connexion 3G ou une tablette uniquement en Wi-Fi, c'est que via smartphone, on pourra accéder aux réseaux sociaux et partager ses photos. Voilà. Et la tablette, c'est vraiment plus un partage de photos en local et une prise de commande de l'appareil. Ouais, la différence, c'est pas anodin. À distance. Donc, ils ont tous annoncé une Canon avec un nouveau petit format, le PowerShot N, mais connecté. Sony a sorti, je vais pas dire de le WX80 qui se connecte en spot Wi-Fi. C'est ça, voilà, le WX80 et le WX200 qui se connectent en Wi-Fi et dont on peut prendre le contrôle à distance. Moi, c'est un aspect qui m'intéresse beaucoup, le contrôle à distance des appareils. Quand tu es en voyage, que tu prends des photos, que tu n'as pas forcément de Wi-Fi, tu prends ta photo, tu l'envoies sur le smartphone et ensuite ton smartphone l'envoie, comme tu disais, sur les réseaux sociaux. Ça, c'est... On l'attendait depuis longtemps, quoi. Les appareils photo qui commencent à parler à d'autres machines ou carrément intégrer les services. Sympa, on en a vu certains avec Dropbox intégré ou ce genre de choses. C'est Samsung. Voilà, ça commence à... On va dire qu'on arrête de se dire, bon, on va falloir prendre la carte, la décharger et ainsi de suite, quoi. C'est ça, quelle incidence sur l'ergonomie et l'autonomie, le fait d'intégrer comme ça un système, c'est un petit système d'exploitation en fait, en quelque sorte. Samsung, c'est sous Android, carrément. C'est un module. Mais là, il y a les... C'est encore différent. Vraiment les téléphones avec système d'exploitation mobile sous Android. Donc là, non. Tu exploites Android, donc tu as accès à tout ce que tu veux. Et là, c'est vraiment juste des fonctions de connexion qui sont ajoutées. C'est pas Android qui rentre dans le téléphone, c'est juste un petit module de communication Wi-Fi ou Bluetooth. Pour l'instant, c'est essentiellement du Wi-Fi. Et les appareils se parlent. Donc oui, ça pompe un peu au niveau de l'autonomie. Mais comme les batteries ont fait des progrès, on reste à une autonomie. C'est pareil, niveau place, les appareils grossissent pas énormément. Non. En autonomie, on reste à niveau constant. Les batteries sont plus puissantes, mais comme on a plus de consommation de l'autre côté... L'autonomie reste à peu près égale. Voilà. Ça change pas grand-chose. Donc Panasonic aussi, avec ses FT5 et ses TZ40, connectés, prise de contrôle à distance, avec... Un truc qui émerge, c'est que le NFC aussi apparaît dans les appareils photo, mais je sais qu'on en reparlera un petit peu plus tard. Et le NFC en tant que technologie pour simplifier la connexion entre deux appareils, pour l'appairage en fait, et pas avoir à rentrer dans le dur des paramètres. On approche des appareils, ils sont connectés, basta, et on s'amuse avec. On simplifie les choses. Voilà. Au niveau photo, c'est tout ce que je retiendrai de ce salon 2013. Et au niveau alors accessoires son, on va dire, alors on a eu des casques, il y a plus savoir quoi en faire. Mais normal. Là, exactement dans la continuité de 2012, j'ai pas vu tout ce qui a été annoncé, mais de ce que j'ai vu, c'est du casque audio. À foison. À foison. À tous les prix. Des stations dock audio, avec les premières Lightning pour terminaux iOS. Voilà. Et surtout, l'explosion du Bluetooth, justement pour plus être tributaire des connecteurs spécifiques. C'est du Bluetooth. Le retour du Bluetooth. Pardon, le retour de la vengeance. Comment tu dis? Bluetooth. Les dents bleues. Du sans fil, quoi. Et donc pour s'affranchir des connecteurs propriétaires, ça marche avec Android, ça marche avec iOS, ça marche avec Windows Phone. Et avec du NFC pour certaines. Et on y retourne, voilà. Et donc l'intégration du NFC sur ces docks pour j'approche l'appareil, je balance. Je vous le fais à chaque fois, on rappelle juste vite fait ce que c'est que le NFC, pour ceux qui ne sauraient pas. Le NFC, c'est donc en français une technologie de connexion à effet de champ. Voilà. Le champ proche. Le champ proche. Débrouillez-vous avec ça. C'est du Near Field Contact. Donc c'est une petite puce, on rapproche de deux appareils, et en fonction de ce qui a été programmé, soit ils se reconnaissent, soit ils s'appairent, soit ils échangent des paramètres de connexion Wi-Fi, de connexion Bluetooth. On peut aller plus loin avec des micro-échanges de données. Dans la téléphone, on peut aller encore plus loin. On parle de on communique très proche. dans la vie courante, on parle prendre les transports avec ou payer. On parle les des Parisiens et autres. C'est souvent le paiement qui vient alors. Pirater sa carte. Voilà, on peut aussi se faire pirater sa carte. Donc vous avez les optimistes à ma gauche. Je suis pas un fan non plus du paiement par NFC, mais pour tout ce qui est simplification de connexion, c'est quand même génial. Pour la photo, sur du NFC sur un appareil photo, c'est quand même un peu dangereux.
si on se fait piquer tout son répertoire. Ah, on a un optimiste à Tu veux la dire droite. Le NFC, Non, Tu prends des photos. Bah, je dis juste attention. bah là, en l'occurrence, le NFC sur les appareils photo, c'est uniquement pour paramétrer les paramètres Wi-Fi ou Bluetooth. C'est tout. Oui, C'est parce ça, que l'échange de données. Non. va rentrer ta clé WPA avec une roulette sur l'appareil photo. Il y en a qui ont essayé, je crois que Ils ont eu des c'est problèmes. bon, quoi. C'est vraiment déjà juste pour compliqué simplifier le avec les paramètre. virtuels, alors. Ok. Et au niveau casque, on essaye de faire un petit tour. Il y a les casques Bluetooth, pareil, voilà. qui apparaissent. Il y a une nouvelle technologie qui pointe au bout de son nez. Il y a Panasonic qui a annoncé son casque par conduction Voilà. osseuse. Donc il n'y a plus rien qui rentre dans les oreilles. Ça, j'ai hâte de voir quand même. Des petites plaquettes qu'on met un petit peu au-dessus D'entendre des aussi. tempes. Mm. Et Oui, ils entendent. les vibrations musicales sont transmises par les os jusqu'au tympan. Ça- C'est-à-dire que les ça sourds sera peuvent écouter la musique ou Non. rien à voir? Non, C'est non. jusqu'au tympan, donc Non. Enfin, après, ça dépend d'où vient le niveau de surdité. Si c'est au Sinon, les niveau ventes de Justin Bieber vont de exploser. la transmission, si c'est au niveau, ou si c'est carrément le nerf auditif qui est atteint. J'arrête. D'accord. Il y a 1000 et une surdités, donc ça dépend de la pathologie. Par contre, j'ai pas regardé en détail justement enfin, ça m'avait pas interpellé, mais j'ai pas eu le temps. Ça sort, c'est juste Alors. une démonstration ou ça sort? Panasonic l'annonce milieu de l'année, fin de l'année 2013, mais c'est pas les premiers. Et je vais pas te dire de ça, bêtises non il y a eu plus. quelques années avant. Il y a, Quoi. juste me souviens, il y a une autre société américaine dont je me souviens plus le nom, On l'avait vu l'année Fail. dernière, ouais. qui a déjà sorti ses modèles et qui sont commercialisés. Et je pose toujours ma question. C'est mon côté banquier au niveau prix. On arrive à combien? Pour ces casques, Ouais. des tarifs, Tarifs ça va normaux, de 99 à 250 euros. Voilà, pour c'est la toujours fourchette le grand des casques. écart du casque. Et il y a Beats sur lequel on ne s'étendra pas, qui nous a sorti une gamme totale de modèles tous plus beaux les uns que les autres. Après, voilà, c'est les casques, il y en a pour tous les goûts et tous les couleurs. Et tous les... On va se quitter là-dessus, on a fait le tour. On va passer maintenant à la mobilité et on va accueillir donc Alexandre et Jérôme. Merci pour le point, Daniel, merci pour les questions, gang des optimistes. Merci, Daniel. On se retrouve tout à l'heure pour reparler de gaming et de gadgets. Merci les gars. Bon, on se retrouve pour parler mobilité avec Jérôme, qui est notre blogueur mobilité, il fait un peu partie de la maison aussi, et Alexandre, forcément. On fait un point, en gros, la smartphone, tablette. Ouais. On commence par les smartphones. Alors, on commence Du par... russe et du chinois. Ah d'accord, tu vas attaquer tout de suite par le LOL. Non, je rigole. Non, bon déjà on rappelle qu'il y a Barcelone peu de temps après, que généralement les fabricants attendent Barcelone pour annoncer leurs produits. Barcelone, c'est le Mobile World Congress, c'est le 25-26 février. Donc là, l'idée, c'est pour la mobilité, c'est voilà, tout s'annonce plutôt au Mobile World Congress. Il y a un acteur qui a été assez malin, je trouve, cette fois-ci, c'est Sony, qui a du coup profité de l'absence de gros concurrents pour présenter son nouveau terminal qui est assez intéressant, je trouve, c'est le Xperia Z, pardon. Donc l'idée, c'est que tu vas retrouver toutes les tendances de 2013, donc un écran 5 pouces Full HD, ça va être la belle histoire qu'on va nous raconter toute l'année de la Full HD, c'est bien, les gens connaissent cette techno, ça fait un peu argumentaire marketing, mais on va en parler un petit peu après. Et puis donc à l'intérieur, tu as évidemment toutes les bonnes technos. Ce qui va faire la différence, je trouve, c'est en termes de finition, c'est-à-dire qu'on a enfin quelque chose qui pourrait concurrencer l'iPhone, que ce soit 4S ou 5, sur la finition, sur la qualité perçue. Donc voilà, il a été très bien accueilli, ça a été un bon timing pour Sony, puisque du coup, voilà... ils étaient visibles. Ils étaient visibles, voilà. Ils auraient annoncé à Barcelone, bon, ils auraient été un peu noyés face aux annonces. Là, voilà, ils ont profité d'un bon relais médiatique. À côté de ça... J'en profite juste pour te poser une question, parce qu'il y a quelqu'un qui nous l'a posé. On a vu que la tendance, c'était on part de plus en plus sur les 5 pouces. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire, ce que le constructeur essaye de faire. C'est pour se distinguer, c'est pour se différencier, voilà, attention. Les 4 pouces sont loin d'être morts. Non, pas du tout. De toute façon, sur la mobilité, tu as, c'est Samsung d'ailleurs qui l'illustre très bien, tous les formats. Voilà, pour s'adresser à tout type de public et de cible. Modèle de la diversité. Exactement, donc tu auras du 3.5, du 4, du 4.5, du 5, du 6 pouces, avec justement les Chinois et notamment Huawei. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de décliner tous les formats et justement de s'adresser au maximum d'utilisateurs. Que le meilleur gagne.
C'est un peu ça l'idée. Et donc, on a vu les constructeurs chinois arriver en force. Alors, toujours là pour la même raison d'éclairage, on va dire, des salons. Il y en a qui préfèrent Barcelone, surtout pour les fabricants européens, mais aussi asiatiques d'ailleurs. Là, pour le CES, c'est vrai qu'on a vu donc Huawei, ZTE et Lenovo, donc des fabricants chinois, qui présentaient leurs produits à destination en priorité chinois, pour le marché chinois. Donc, c'est pas anodin, je veux dire. Voilà, ils s'adressent à leur public. Donc là aussi, on trouve la même tendance, donc du 5 pouces Full HD, donc chez ZTE, Grand S. ZTE, c'est juste le 4e fabricant au monde de smartphones. Voilà, qui a kické HTC. Voilà. Il est à 0,1 point de RIM, qui est pour le moment le 3e fabricant. Ça va bouger, hein. Là, il va sûrement prendre le podium, ZTE. Donc ça commence à être un acteur assez important, même s'il a un déficit de notoriété. Donc voilà, il y a du ZTE en 5 pouces, il y a du Lenovo. Ce qui est intéressant chez Lenovo, c'est que sur le K900, c'est un X86, donc c'est un Atom double cœur. Sur les autres smartphones, c'est plutôt de l'ARM. Voilà. Après, Huawei qui a présenté un 6,1 pouces. Donc le truc. Là, on est vraiment tu téléphones avec ta tablette, c'est un peu ça. Bon voilà, ça c'était les grosses tendances. Encore une fois, je te dis, sur les terminaux, on attend surtout Barcelone, puisque c'est là où les fabricants vont dévoiler leur nouveau line-up. Et par contre, il y a quand même quelques Chinois qui vont débouler sur le marché européen, et notamment français. Ouais, là, tu parles d'ailleurs, je suppose. Voilà. Alors, en tablette et en smartphone. Tout à fait. Alors, bon, on parlera peut-être un tout petit peu après des tablettes, mais effectivement, juste pour faire un petit point, sur la tablette, c'est vrai que maintenant, grâce ou en tout cas à cause, mais merci quand même la Nexus 7, on a des terminaux qui sont beaucoup moins chers, à partir de 199 €. Donc il va falloir se distinguer. Le low cost va être encore moins cher, entre 100 et 150 €. C'est ce qui arrive justement avec des ailleurs. Et voilà, donc l'offre tablette va être très très large. Sur le smartphone, c'est pareil. Tu auras les grandes marques qui vont proposer des produits un peu plus chers et du téléphone low cost. Le téléphone low cost, c'est surtout pour des personnes qui ne veulent pas s'engager, qui vont chez Soch, Free, BNU, Red, peu importe. Et qui ne veulent pas mettre 700 € dans un smartphone. Tout à fait. Voilà. On a l'exemple du Wikio qui a l'air de très bien marcher. C'est pas, si tu veux, voilà, pour moi, c'est pas une tendance puisqu'on l'avait déjà vu en 2012. Voilà, c'est juste une suite logique finalement. Et on avait quand même vu, alors ça m'a un peu rappelé, moi je suis un peu reparti 10 ans en arrière, une guerre quasi ouverte entre les fondeurs de puces, qui là, course à l'innovation. Alors en fait, pas tant que ça. Encore une fois, c'est une suite logique. Donc tu as tous les acteurs qui ont présenté leur nouvelle génération au CES. Donc ça a commencé par Nvidia, on l'attendait, le Tegra 4. Bon, pas de grande surprise, il passe à la nouvelle architecture, donc ARM Cortex A15. C'est ce qu'elle permet de faire qui commence à être intéressant. Voilà, alors bon, ce qui, pour un point rapide sur les puces, je pense que déjà il faut évoquer le GPU. Sur ce Tegra 4, ce qui change, c'est le GPU. Le GPU, donc c'est le processeur graphique, on passe de 12 à 72 cœurs, donc c'est énorme. Il y a un gros potentiel gaming, justement avec le Project Shield, bon, on va en parler tout à l'heure, mais c'est vraiment l'élément super important chez Nvidia. Donc le Tegra 4 chez Nvidia, juste pour parler d'Nvidia, il y a le chip 4G, puisque la 4G c'est aussi la tendance de 2013, donc eux ils sont assez malins puisqu'ils proposent un chip à part, qu'on peut fixer après sur le grid, enfin sur la carte, mais qui est programmable, c'est-à-dire que ce sera la même configuration pour tous les pays, et en fait tu programmes au niveau software pour t'adresser aux différents marchés, exactement, notamment pour la France, puisque nous on a des fréquences particulières. Voilà, bon, tout le monde il y a Qualcomm qui a présenté ses nouvelles générations, donc son S600, S800. Qui a fait un show. Qui a fait un super show, Mais c'est marrant parce que c'est des acteurs qui ont vraiment monopolisé l'attention. Et ce qui prouve bien le côté bimobile de ce salon, de ce CES, même si on n'a pas beaucoup parlé de smartphone, on sent bien que, voilà, Daniel l'évoquait tout à l'heure avec ses appareils photo connectés, là aussi on en a vu en 2012, on en verra beaucoup en 2013, il y a un côté, convergence avec le smartphone et la tablette. Les frontières deviennent grises, de toute façon, très clairement. Comme l'hybridation, on va en parler tout à l'heure, l'hybridation c'est aussi un exemple frappant qui illustre ce rapprochement des différents segments. Et donc sur les tablettes, juste, parce que c'est bien de parler des puces, il y a juste deux éléments à parler. On va parler de la Full HD, je passerai la main à Jérôme là-dessus. Et sur les puces, c'est bien de parler de puissance brute. Voilà, on peut faire ouvrir 6 pages web, 19 pages web en 2 secondes, très bien. C'est génial. Ce qui compte vraiment là-dessus, en termes d'usage, c'est d'abord
avoir autant, voire plus de performance pour une consommation énergétique moindre. C'est-à-dire que c'est une meilleure gestion des ressources. Les batteries, ça c'est, moi je trouve ma grande critique, c'est pour le moment ça n'évolue pas, on a toujours le même type de batterie. Dans les smartphones, oui. Dans les smartphones et dans les tablettes. Et dans les tablettes. Là, l'idée c'est pour économiser les ressources, on met un processeur donc plus intelligent en fait. On met des processeurs qui savent gérer soit la puissance, enfin en gros qui savent gérer intelligemment la puissance, et l'économie d'énergie. Et voilà, et ressources énergétiques, et puis de nouveaux usages autour de des captures photos HDR notamment. Bon, il y a plein de choses qui vont, le gaming bien sûr, mais voilà, il faut penser aussi à ça. C'est comme ça le but du jeu, c'est toujours avoir un petit peu plus d'autonomie, tout en ayant toujours plus de puissance. Sur la Full HD. La Full HD pour moi c'est un argumentaire marketing. Voilà. Sur smartphone pour moi c'est un argumentaire marketing. La Full HD sur un smartphone c'est 440 ppi je crois Jérôme. Donc 443. Bon. Voilà. On va faire ça. Donc c'est une densité hallucinante. En gros ce qu'il faut savoir c'est que l'écran Retina dans l'iPhone c'est le symbole donc c'est le plus simple pour en parler. C'est où qu'on verra la voir. C'est 326 ppi et on considère qu'à 30 cm en fait les pixels sont plus distinguables. Donc avoir plus de 326 ppi, ça sert à rien en fait. À moins d'avoir un œil de lynx. À moins d'avoir 21 sur 20 décollé sur le smartphone. Ou d'être pilote de chasse à la limite. Et donc du coup, c'est bien ce qu'on montre ces muscles, qu'on dit qu'on a un écran super défini. À l'usage, à mon sens, ça sera invisible. On est dans la démonstration de force pure et dure. Sur de l'argumentaire. Ouais. Par contre, en revanche, c'est que ça cause beaucoup de problèmes. Puisqu'on va avoir des problèmes d'autonomie, parce que ça consomme plus, il faut plus de pixels à alimenter. Donc, c'est voir que souvent, c'est quand même les écrans qui pompent le plus. Voilà, c'est ce que je voulais revenir là-dessus, je te coupe 2 secondes. Au niveau justement de l'autonomie, on disait qu'on a des processeurs plus intelligents, etc. Le gros consommateur, c'est quand même aussi l'écran. C'est ce qui coûte le même plus si tu écris 3 plus. SMS, le processeur, que tu es un processeur super économe ou d'une ancienne génération, il va être à très basse fréquence. Par contre, c'est l'écran qui va bouffer. Donc pour envoyer des SMS, avoir un nouveau Snapdragon ou un nouveau Ultegra 4, etc., qui sont super économes dans ces tâches-là, je ne suis pas sûr que ça serve à grand-chose face à ce qu'on a actuellement. En tout cas, si l'écran bouffe autant... l'écran bouffe autant, mais là, c'est vrai que c'est le souci, mais encore une fois, c'est pour ça, moi, Jérôme a raison là-dessus, toi aussi. Sur le côté argumentaire, voilà, pour vendre, pour se distinguer sur un segment où tout le monde fait à peu près la même chose, tu vas avoir sur les boîtes Full HD. Donc ça va parler aux utilisateurs. Ils vont dire, c'est un smartphone Full HD. Après, le vrai problème, et je pense que c'est ce que tu commençais à évoquer, il faut une interface optimisée pour cette Full HD, et puis il y a un problème de contenu. Un problème de contenu en plus. Et de stockage. Il y a le stockage, donc il y a le contenu qui va évidemment consommer, parce que des films, ça va être de HD, sinon ça va être difficilement regardable ou ça va être en qualité, en tout cas en qualité perçue. En plus de ça, en jeu, il y a les jeux plus lourds, parce que plus de pixels à calculer, donc des jeux plus lourds, encore une fois, besoin de plus de puissance. Et dernière chose, même au niveau de l'interface pure, parce que les icônes aussi, elles prennent de la place, en termes d'image, parce que l'image est plus lourde simplement. Ça alourdit tout de toute façon. Et l'exemple très probant, c'est l'exemple du MacBook Pro Retina, où les icônes, l'icône du Mac App Store pour ceux qui voient, est passée de 150 KO à 1,2 MO, donc on multiplie presque par 10 la taille d'une icône. Une paille. Voilà. Bon, après, c'est pas une définition, mais c'est voilà. Non, mais oui, en plus sur des machines dont le stockage est limité par la nature. C'est l'autre problème de cette Full HD, c'est bon, là tout est résumé, c'est parfait. Voilà, vous avez compris l'argumentaire marketing Full HD sur un smartphone en tout cas. L'autre souci, et tu le dis, et c'est très important, c'est sur le stockage. C'est-à-dire que si j'ai envie de mettre un film Full HD qui va faire, on va dire, si je le rip, on va dire que je l'achète. Ça fait de l'acheter sur iTunes. Voilà, par exemple. Donc c'est quoi? C'est 8, c'est autour de 8 gigas. 8, en 1080p, on tourne entre 6 et 11 gigas selon les formats de on va dire en moyenne 8 gigas. Le stockage, si tu as une machine avec un stockage limité, donc pas de slot pour carte mémoire, tu vas mettre un film. Alors, question maintenant, est-ce que vous regardez, vous avez déjà regardé des films sur votre smartphone, pas en Full HD mais un film tout court, t'as déjà regardé? Ah oui, bien sûr. Non, bien sûr. Moi, je le faisais quand j'avais un modèle en 32. Honnêtement, depuis que je suis passé en 16 et que en fait, je passe tout en cloud, non. En gros, la musique, oui, la vidéo, j'ai oublié, très clairement. Voilà, c'est les 16, je mets rien. Sur un 16, tu aurais regardé un film, ça t'aurait ça m'est arrivé en voyage ou n'importe quoi. Enfin, le jour où tu as 3 enfants à l'arrière de ta voiture, ça y est, tu es content de pouvoir regarder un film sur un iPhone. Je peux te le garantir. La vie de père de famille. Voilà. Quand tu as 700 km à faire. Non, mais c'est vrai que l'iPhone te sauve la vie. Le smartphone n'est pas forcément idéal pour la vidéo, mais c'est toujours une application dont tu peux avoir besoin. C'est du secours. Moi, je vois très bien l'exemple de la série que tu regardes le matin en allant au boulot ou des trucs comme ça. Dans le métro, voilà. Et même un épisode de 20 minutes, c'est Et déjà encore une fois, on parle d'une Full HD sur des écrans de 5 pouces et plus.
Donc déjà, faut matérialiser un écran de 5 pouces. C'est quand même, ça commence à être très confortable quand même. Donc effectivement, pour regarder ponctuellement une série comme tu dis, dans le train ou avant d'aller au bahut, ça a du sens. Et la tentation de mettre un contenu adapté à ton écran, Full HD, est aussi importante. Sauf que ça va poser quelques problèmes. Avec 720p, ça va passer. Sur de la source SD, ça va par contre, pour être moche. Pour ce qui est de l'interface, à partir du moment où les icônes et tout le reste passent en vectoriel, voilà. Alors pourquoi l'icône, par contre, est aussi grosse, mais si effectivement c'est le cas, ça devrait poser moins de problèmes. Le vectoriel, c'est qu'il faut le calculer aussi, donc ça demande aussi la puissance. Il faut le calculer, mais je suis pas sûr que ce soit non plus ce qui coûte le plus. Voilà. On s'arrête sur la Full HD. On arrête sur la Full HD. Je pense que vous avez fait le point. C'est important. Non, mais c'est important. C'est une tendance 2013, si tu veux. Donc les gens, quand ils vont voir cet argumentaire marketing, il faut qu'ils aient conscience de ce que ça apporte, et pas grand-chose, et ce que ça implique, surtout. Si on y va, il faut le savoir pourquoi. Exactement. Bon, pareil sur les puces, on va pas faire non plus, parce que Samsung a aussi présenté ses puces. Ça y est. On passe peut-être aux tablettes maintenant. On passe à autre chose. En gros, si on doit résumer en 3 points les tablettes, après on va détailler. Alors pareil, course au prix. D'accord. On spécialise l'usage et en gros, on essaye de se différencier. Voilà, alors, un troisième, à moi, voilà, c'est bon lancement. Non, bon, maintenant, la tablette, je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a eu l'effet Nexus 7, il y a eu d'autres machines, notamment chez Amazon avec les Kindle. Bon, voilà, le ticket d'entrée a énormément baissé en un an. Énormément, c'est-à-dire que maintenant le concept de performance à bas prix ou au prix juste, en tout cas, c'est une réalité, c'est-à-dire autour de 199 €, tu as une belle machine en 7 pouces. Donc maintenant l'idée, ça va être pour les fabricants toujours pareil, de se distinguer. Donc distinction par le prix, distinction par la techno, quelque chose d'autre, un stylet par exemple chez Samsung, une interface un peu originale. Faut se démarquer. Et une distinction par l'hybride, ça on en parlera, gaming, et puis l'hybride Windows 8 avec l'écran escamotable qui se transforme en netbook, etc. Sur le prix, il y a eu un mouvement d'Acer qui a présenté une Iconia Tab B1 à 120 balles. La config est peu près correct, c'est du Mediatek en double cœur. C'est à peu près correct, c'est 512 de RAM, c'est un peu limité. Non, ce qui va faire la différence, c'est l'écran. Pour le coup, c'est un écran TN qui n'est pas terrible. Et la question, donc ça coûte 120 €, pardon. Et la question va se dire, est-ce que je rajoute 20-30 balles de plus pour avoir un bel écran IPS ou pas? Moi, ça dépend de l'usage que tu en fais. Je dirais n'y va pas. Je dirais tu rajoutes ces 50 balles et tu vas sur un truc, un bel écran IPS. Sinon c'est la tablette pour être tranquille dans les transports sans avoir tout le monde qui lit ce que tu es en train de faire. Parce que l'angle de vision. C'est pas mal. Mais je suis pas sûr que l'argument de vente ou la tablette se base là-dessus comme argument de vente. Tu feras un bon vendeur. C'est vrai que c'est pas idiot parce que c'est vrai que c'est le principal grief qu'on peut faire sur cette techno TN, c'est effectivement l'angle de vision qui est pas terrible. Donc effectivement ton voisin ne pourra pas regarder ce que tu lis. Et puis en plus ta tablette à 120 balles, il n'en veut pas. Donc tu risques pas de te la faire voler. Voilà, il y a quand même des vrais. Il y a eu des gens qui ont cru que la Nexus 7 c'était l'iPad mini quand même Très bien. Donc le prix, les Chinois, on va en parler aussi un petit peu, tu l'as évoqué déjà avec ailleurs. Bon voilà, ils vont arriver sur ce segment, on va dire, sous la tablette performante à bas prix, qui se situe maintenant, je te l'ai dit, autour des 200 €. En fait, on sort du no-name, on ne savait pas trop ce que c'était vendu un peu à l'arrache en dessous des 100 €. Là, on va dire, en fait, eux, ils montent un peu en gamme pour aller attaquer l'entrée de gamme des marques connues. Tout à fait. Et c'est la même logique que sur le smartphone. Tout à fait. Donc, on déconseille toujours les tablettes à moins de 100 €. Faut pas y aller, surtout pas. Moi je pense que ça va quand même être assez dynamique sur le segment prix, même si au bout d'un moment tu pourras pas descendre trop plus bas que. Un seuil, le principal poste de dépense, c'est l'écran tactile. C'est pas les puces. Donc un écran tactile, on voit bien entre un écran TN ou IPS. C'est ça qui va faire la différence. Nous, on conseille plutôt de l'IPS parce que c'est l'expérience la plus confortable. Voilà. Et puis après, il y a la qualité du verre en lui-même, il y a plein de choses. Oui, le Gorilla Glass, la protection, effectivement. Mais là, il y a une démo CES du prochain corps. Oui, du prochain Gorilla Glass. Là aussi, c'est vrai que en plus, c'est une machine qui est quand même tendance à être très mobile, surtout en 7 pouces. Donc, vaut mieux que ça soit solide. On l'avait vu sur le Corning du Nexus 7, qui était plus fragile qu'un Gorilla que tu trouves sur un iPad, par exemple. Je précise quand même que le Gorilla Glass, c'est pour les impacts frontaux. En latéral, ça pète quand même. En latéral, de toute façon, si ça tombe sur la tranche, t'as un peu tout gagné, quoi qu'il arrive. Juste un dernier mot sur la tablette, avant vraiment d'aborder ce qui, moi, me semble
l'élément marquant de ce CES, c'est les gaming machines, les gaming devices avec Nvidia notamment et Razer. C'est Arcos. La minute, on a fait une minute Montebourg toute la semaine. C'était son gage. On s'est dit la martinière. Enfin voilà. Donc Montebourg, Arcos qui a présenté un iPad-like, mais alors ça t'a bien plu, ça. Like, je sais pas si ça m'a bien plu, mais en tout cas c'est like. Ça t'a marqué. On s'est fait la réflexion avec Jérôme notamment. Donc c'est un 9-7 pouces comme l'iPad, format 4 tiers. Tout pareil. Comme l'iPad, même définition que l'iPad. Hein. C'est du 2048 par 1536, donc c'est la même définition. Finition aluminium, pareil. Enfin, tu sais, quand tu vois la photo, c'est l'iPad. C'est génial, quoi. Donc c'est cool. Il faut avoir la prise en main maintenant. Après, il faut voir. Est-ce que ça va être comme l'iPad? On verra. En tout cas, ça a l'air plutôt bien fini, leur truc. Et je trouve. Ouais. Non, faut le dire. Non, mais on n'a rien contre Arcos, on va le dire une bonne fois pour toutes. Maintenant, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on reçoit un produit Arcos, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une innovation. Généralement, voilà, il y a une recherche réelle. Par contre, effectivement, enfin, moi, je fais toujours le bêta-testeur là-dessus parce que c'est quand même quelque chose. Prends le truc, ça couine, ça coince. Bon, c'est pas super rassurant. Non, voilà. c'est pas rassurant. Les plastiques sont. Bon, voilà. Il n'y a pas une qualité perçue incroyable. Donc, s'ils font un réel effort là-dessus, ça peut effectivement être super intéressant. C'est intéressant d'abord parce qu'effectivement, ça a l'air plutôt bien fini, leur histoire, même si c'est pour moi un clone de l'iPad. Et surtout, le prix est intéressant, puisque tu commences à 2,49 avec un double cœur, un ARM Cortex A9 qui fera largement le job. Tu as un écran IPS avec une très belle définition, donc une vraie densité de pixels, un vrai confort d'utilisation. Est-ce que c'est le même fabricant d'ailleurs pour la dalle? Alors, c'est la bonne question, effectivement, parce que quand même, on est sur le même type de dalle. Voilà. Exactement, du Comme PS. Le touchpad à l'époque avait pris la même dalle. Oui. Non, mais la question est judicieuse. J'ai pas creusé la question parce qu'on était quand même dans le flux du CES et voilà. Bon, mais c'est une question à se poser effectivement parce qu'il ne doit pas y avoir 36 000 fournisseurs de dalles. Moi, j'en vois 2 qui peuvent faire une telle définition sur une telle taille, enfin sur une telle diagonale. Voilà. On verra. On va terminer par les questions avant de passer justement à la tendance, la grosse tendance gaming, la tablette qui se gamifie, on va dire. Alors c'est pas une nouveauté, on l'avait déjà vu l'année dernière. Mais là, ça se concrétise réellement. Et en plus avec des vrais éléments qui vont pousser la machine. Mais du coup, on va accueillir Thomas pour faire une petite battle. C'est cool, on va pouvoir rigoler. De Gamecult. Deux dernières questions. Alors on l'a déjà en fait un peu traité avec Daniel sur le NFC on va dire dans tout ce qui est mobilité. Daniel a bien résumé l'élément. J'ai pas beaucoup de choses à rajouter. En fait, il y a trois usages principaux sur le NFC. C'est sur donc il a parlé l'appairage, donc la communication sur un périphérique, une enceinte par exemple. C'est-à-dire que voilà, je vais pas rentrer dans les réglages, je vais approcher mon smartphone de près de l'enceinte. S-Connect et je vais diffuser le son en Bluetooth. Je vais juste rappeler quelque chose, les débits, c'est pas le NFC qui va envoyer, on passe pas par le NFC pour envoyer la musique. Voilà, c'est juste un protocole d'identification. Faut pas confondre. Le NFC, c'est pas comme le Bluetooth. Le Bluetooth, c'est des débits de, je crois, on est autour de 2,5. En tout cas, en théorie, on est autour de 2,5 mégabits. En NFC, on est à 300, je crois. Enfin, faut que je vérifie. On est à 424 kilobits seconde, pardon. Je crois que sur le Bluetooth 4, on est plus au-delà de 2,5. Mais on est à plus de 2,5. Donc tu vois, c'est 2,5 versus 400 kilobits. C'est 5 fois plus. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc voilà, après effectivement pour les autres... Il y a eu des nouveaux produits en NFC, il y a eu des nouveautés. Voilà. Non, il n'y a pas eu de... On n'a rien vu passer de sensationnel. Non, il n'y a pas eu de choses sensationnelles. C'est un élément qui a un différenciant pour certaines marques, notamment Nokia, qui présente tout un écosystème de produits. Ouais, eux, ils y croient réellement. Exactement, et ça fait un moment. Et Sony aussi. Sony l'a fait. Alors Sony, lui, il est à la fois accessoire et à la fois étiquette. Oui, donc les étiquettes, c'est les smart tags, je crois. Ouais, les smart tags. Et l'idée, c'est effectivement, tu mets une étiquette dans ta bagnole, donc tu passes ton smartphone sur cette étiquette et il te lance le GPS, les mails. Tu arrives au boulot. Enfin voilà, chaque usage. Je me souviens de quelqu'un qui avait résumé ça de façon un peu cinglante en disant, en gros, au lieu d'appuyer sur un bouton, tu fais ça. Ouais. Bon. Sauf que c'est là, c'est la bonne blague parce que pour lancer ton GPS, tes mails, je sais pas, tes derniers rendez-vous, t'appuies pas sur un bouton. Hein.
Bah non. Oui, enfin, t'as juste à faire deux disons actions. Que le prix du Voilà. Smart Tag est peut-être un petit peu exagéré. Voilà. Voilà. Bon, on va pas lancer le Non, débat. c'est pas le débat, mais c'est un usage. En Mais tout par cas, contre, ce que j'ai cru ça voir, mérite de là, proposer. on a oublié d'en parler tout à l'heure, c'est, je crois qu'aussi du NFC dans des télés, par contre. Donc, bon, ça revient. Je crois que c'est Sony qui avait fait ça, justement. Donc, est-ce que le téléphone ne va pas s'interfacer avec la télé, etc. J'avais cru, c'est ce que j'ai cru voir. C'est fort probable. Encore une fois, c'est un protocole de communication. Ouais, non, mais on en fait beaucoup sur le NFC. Encore une fois, c'est un échange de données. Ouais. Le paiement mobile, c'est pas encore là, et parce que la chaîne de valeur. En Angleterre, je l'ai vu dans plein de magasins, mais en France, c'est vrai que La c'est chaîne pas de valeur encore est là, à quoi. créer. Il y a 3 banques, je crois, qui lancent le concept. Donc effectivement, tout ce qui est paiement. Bon, voilà. Tout ce qui est information, bon, effectivement, information, lecture d'étiquette, t'es devant un musée, tu passes ton téléphone dessus, t'as l'info. Bon, super. Les Non, transports. franchement, Surtout alors dans les transports, là, dans effectivement. les transports, c'est depuis un bon moment. Et Dans les ça a transports, remplacé c'est déjà les un peu tickets plus magnétiques dans beaucoup de... C'est un peu plus légitime, Mais effectivement. c'est du RFID et c'est pas du NFC. Ah, C'est pas le même pardon, oui, protocole. c'est vrai. Oui, mais C'est vrai. c'est pas si loin. C'est assez C'est pas proche. si loin. Disons que C'est assez le proche, mais c'est pas principe, exactement c'est la vrai, même. c'est vrai. Excusez-moi, on va pas passer l'heure sur Non, le non, NFC. le hein. NFC, Le sujet a toujours le don de Moi m'agacer un aussi. peu. Bon, en tout cas, pas de nouveaux produits en NFC, rien de marquant. Non, le concept Voilà. restera de toute façon identique. C'est essentiellement, on va dire, des périphériques et du dock et des haut-parleurs. Voilà. Dernière question de un Rebun. Alors pour le coup, on va prendre un mois et demi d'avance. Est-ce qu'il y aura un Nexus 5 et 7.7 à Barcelone? Non, il n'y aura pas. Alors, Donc, là, on a rien vu. pour tordre le cou un petit peu à plein de choses qui se sont dites et d'ailleurs qu'on a relayées sur, enfin certaines. Au CES, c'est le vice-président d'LG qui a dit voilà, le Nexus 4 c'était un succès. Bon, personne l'a eu, hein, c'est un mythe, c'est le rêve de beaucoup. L'Arlésienne. Mais bon, ça a été un succès. Le terminal est super bien. On l'a eu en test. Oui. Dès que Je sais, je l'ai attendu longtemps. finalement, tu t'as acheté un iPhone 5. Voilà. La Donc, faute LG. ils ont dit voilà, on a un bon partenariat avec Google. On entend proposer d'autres terminaux, notamment au Mobile World Congress. C'est le VP qui l'a dit. Je veux dire, c'est pas une rumeur, c'est le mec qui l'a dit. Voilà, non, mais il l'a dit lors d'un keynote. voilà, donc ouais. c'est pas. Faut distinguer la rumeur des indiscrétions de l'info. Donc il l'a dit. À côté de ça, il y a eu par contre d'autres rumeurs qui ont évoqué un Nexus 5, qui ont parlé des specs, qui ont parlé d'un Nexus 7.7. Ouais. Donc pas 7 pouces mais 7 pouces, qui serait présenté au Google I.O. donc Là, on est en mai. Voilà, Ouais. en mai prochain. On verra, d'ailleurs. Donc très franchement, des Nexus à Barcelone, personnellement, je n'y crois pas. Personnellement, parce que c'est pas dans la stratégie de Google qui a l'habitude un peu comme Samsung et Apple, de garder les projecteurs sur eux et sur leur keynote pour présenter leurs produits. Donc pour toi, c'est non. Donc pour moi, ça sera sûrement Ok. au Google I.O. Mais non, mais encore une fois, voilà, on n'a pas plus d'infos que ça. Mais il y aura un Nexus 5, c'est certain. Ok. Bon, merci pour tout. On va passer aux tablettes dédiées aux jeux. On va accueillir pour ça Yuki. Merci les gars. On se retrouve tout de suite avec Yuki de Gamecult pour parler de tablettes et de jeux vidéo. Bon, on se retrouve pour parler jeux, tablettes, gaming avec Thomas de Gamecult, alias Yuki. Oui. Donc, Yuki et Thomas sont une seule et même personne. Ça dépend, mais Voilà, normalement, enfin le jour et la nuit, mais bref. Passons. Bon, grosse tendance, ça a même fait un CES Award. Ouais. On a vu des tablettes quasiment, uniquement dédiées à un usage de jeux vidéo. Ça nous rappelle un petit échange, une petite passe d'armes entre vous deux sur en fin console 2012. versus tablette. Voilà. C'est bien. Le débat est en train de se régler. c'est ça. L'avis du spécialiste du jeu vidéo, il en pense quoi de ces tablettes? En gros, pour résumer, il y a eu quoi? Ça propose quoi? À quel prix déjà? C'est surtout quelques produits phares. Alors, est-ce qu'on peut considérer ça comme des tablettes au sens où l'entendait mon ami Alexandre il y a quelques semaines, ou est-ce que c'est plus est-ce que c'est plus des consoles avec écran intégré? C'est vrai qu'on peut quand même se poser la question. Enfin là, j'ai vraiment deux produits en tête qui ont été annoncés et montrés au CES. Il y a d'un côté le projet Shield de Nvidia et de l'autre la tablette Razer. Donc Razer, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un équipementier qui est surtout très gamer, très PC, donc souris, clavier, ce genre de choses, et qui tente vraiment d'entrer dans le hardware pur avec une console tablette. Ouais. Alors est-ce qu'on peut considérer ça comme une tablette à part entière? Je ne suis pas certain, même si c'est vrai qu'on peut l'utiliser comme tel, sachant que le vrai avantage de cette Razer Edge, c'est son nom, c'est de pouvoir s'équiper avec des manettes, des sticks, des boutons,
un clavier, une souris, on peut le brancher à un écran pour vraiment jouer comme dans une configuration classique de gamer, sachant que le gros intérêt aussi c'est qu'il n'y a pas de jeu dédié sur ce support, ça fait tourner tous les jeux PC. Donc ça c'est vraiment un super atout, c'est-à-dire qu'en gros si vous avez un PC, vous prenez cette tablette, la Razer Edge, vous passez les jeux directement dessus, vous pouvez jouer en mobilité avec par exemple 2 sticks qui sont accrochés sur les côtés de cette tablette. Il y a un vrai gameplay Un vrai gameplay, voilà, c'est la vraie expérience, là pour le coup c'est la vraie expérience authentique du joueur PC ou du joueur console, mais si on veut par exemple jouer à Angry Birds ou n'importe quel jeu sur tablette, bon, je prends un jeu un peu qu'Alexandre peut connaître par exemple, même si je sais qu'il adore les jeux Gameloft. C'est très caricatural. Si tu joues à tes jeux Gameloft tout pourris, donc tu peux le faire. Disons que c'est vrai que sur cette machine qui est un ultrabook tout de même, puisque la configuration c'est un ultrabook, c'est finalement un ultrabook que tu mets sur une tablette 10 pouces. Il y a juste un élément moi qui me semble important puisqu'on parle de mobilité, le poids n'a pas été annoncé. On va s'approcher des 1 kg. Donc c'est vrai qu'en termes d'expérience, on n'est pas sur une PS Vita ou sur une 3DS plutôt légère, parce que c'est des machines qui tournent autour de 200-300 grammes, je crois. Là, tu vas être musclé en même temps. Par contre, c'est vrai, comme disait Yuki, on va pouvoir jouer à ces jeux PC. Donc toi, en l'occurrence, Alerte Rouge, Commandant de Conquer. Non, mais surtout, le truc... Non, mais c'est deux visions différentes. Pour terminer sur cette tablette, à mon sens, c'est que c'est surtout la première d'une nouvelle génération hybride entre le jeu vidéo, c'est comme tu disais en introduction, c'est la réunion attendue, de toute façon qui est logique, c'est le sens de l'histoire, entre la tablette qui était vraiment un marché très cloisonné, très particulier, avec un public très, très spécifique, et le monde des consoles qui échappait encore un petit peu à la mobilité. Là on aura la réunion des deux, avec néanmoins pour l'instant 2 limites, c'est ce qui me fait dire qu'on est encore dans le début de cette révolution, mais c'est pas encore cette tablette, la Razer Edge, qui va vraiment le faire exploser. C'est que déjà c'est cher, c'est 1 000 € le tarif standard, et ça monte à 1 300 sans les accessoires pour le modèle Pro. C'est 1 700 avec, si tu comptes les accessoires, c'est très cher. Donc ça monte, c'est juste hallucinant. À 1 700 on peut acheter un super PC de jeu. C'est le prix d'un super PC de jeu, d'une PlayStation 3, d'une Xbox, d'une Vita et d'une 3DS réunies. Voilà. Et t'as tellement encore de quoi. Donc voilà, en gros, et même d'une tablette type iPad. Donc c'est vraiment très 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 cher. Donc on est encore dans le début de la technologie. Et l'autre frein, tu parlais de frein à mobilité par rapport au poids, c'est surtout l'autonomie. Ils annoncent 2 heures d'autonomie, sachant que quand un constructeur annonce 2 heures, il faut déjà diviser par 2. Dont 2 heures, donc c'est un usage à peu près normal de tablette. Par contre, si on joue à des jeux gourmands, donc j'imagine des jeux en 3D, comme tous les jeux aujourd'hui, c'est 1 heure. Donc 1 heure annoncée par le fabricant, je pense qu'on a le temps d'aller aux toilettes et revenir, ça va se décharger. Donc merci pour l'équation, 1 700 €, 1 heure, 1 kilo. Et ça sortira sur ce semestre aux États-Unis, mais c'est bon clairement. Et donc c'est le CES Award 2013. Et c'est ça, oui, c'est ça le plus drôle, c'est qu'en face, t'avais le Project Shield qui, moi, je trouve, est beaucoup plus excitant, beaucoup plus intéressant. En tout cas, il y a un concept. Et plus adapté. Et à mon sens, beaucoup plus adapté au côté mobilité, puisqu'on évoque, mais c'est plus que de la mobilité. Ce que vend Nvidia, c'est vraiment une pièce maîtresse dans tout ton écosystème de télé, de PC, puisque ça stream également. C'est ça que je trouve très intéressant, c'est que ça, Nvidia, il entend réunir le numéro 1 de ce... On va juste expliquer ce que c'est que le Project Shield, version Yuki, et après on détaillera. Project Shield, tu l'as globalement résumé dans les grandes lignes, donc comme son nom l'indique, c'est un projet, donc je pense que ça peut encore évoluer un petit peu. C'est quelque chose qui est prévu cette année au moins aux États-Unis, donc il prend la forme. Est-ce que c'est une tablette ou une console? C'est vraiment, j'ai pas d'avis. C'est une petite tablette 5 pouces avec une manette qui est intégrée dedans. Donc c'est pour moi presque une manette avec un écran qui tourne sous Android, mais qui peut accueillir des jeux PC via le streaming pour peu qu'on possède un PC dans l'environnement avec une carte Nvidia GeForce GTX. Donc voilà, c'est des petites restrictions, mais globalement ça peut faire tourner les jeux, par exemple sur les jeux Steam. Donc globalement on pourrait avoir une expérience semblable à du jeu PC dans les mains, un peu comme avec la Razer Edge, mais ça tourne sous Tegra 4, donc c'est vraiment très prometteur aussi. On sait qu'on aura quand même de la puissance dans les mains, mais ça peut aussi être assez cher. Donc globalement, c'est quelque chose qui est assez annonciateur de cette nouvelle tendance de tablette slash PC slash console portable qui a été montrée au CES 2013. Ce qui est intéressant, bon, comme tu l'as dit, c'est un projet. Je pense que l'objectif, nous on avait appelé Nvidia dès que le produit est sorti, donc moi je voulais, voilà, vraiment c'est un produit qui m'a enthousiasmé, en tout cas c'est une tendance qui est enthousiasmante. C'est une vitrine, hein, faut pas l'oublier, le produit en lui-même, il ne compte pas vendre des palettes entières de ce Project Shield, on connaît pas le prix d'ailleurs, ça sera pas donné. L'idée c'est pour eux, c'est de faire une vitrine, de dire, voilà, de s'adresser aux fabricants et de dire... la pompe. Exactement, c'est possible, on peut le faire. Tu as d'un côté un Tegra 4 qui a des vraies performances en termes d'affichage graphique, en termes de performance graphique, c'est une réalité.
Et puis, tu as toute cette logique, encore une fois, je reviens sur mon idée de départ, c'est que c'est un produit qui est à la fois mobile, mais qui s'inscrit dans tout ce que tu as déjà à la maison. C'est-à-dire que tu as un PC avec une carte graphique, c'est la GT 640, donc tu peux jouer avec tes jeux en streaming, tu peux jouer aux jeux que tu auras donc, sur le Tegra Zone, donc des jeux adaptés. Ce qui est intéressant, c'est que ça va booster tout ce qu'on évoquait en 2012, c'est-à-dire les jeux sur mobile, puisque les jeux maintenant, c'est ce que m'a confié Nvidia, les jeux qui arriveront sur le Tegra seront optimisés, ils géreront en natif les contrôles physiques, c'est-à-dire que voilà, c'est la problématique qu'on évoquait au début. Donc tous les éléments sont réunis pour pousser les développeurs, puisque le problème, c'est toujours la même chose sur les plateformes mobiles, c'est pousser les développeurs pour qu'ils proposent des titres sympas et adaptés sur du mobile. Là, bon, ils entendent à la fois faire du pro gamer avec cette possibilité de streamer du jeu, d'envoyer le jeu en 4K, en quad HD sur sa télé. Donc voilà, il y a vraiment une logique de c'est au milieu de la maison, c'est un gaming device. Voilà, ça prend tout son sens. C'est pas une console de jeu, c'est un produit qui va faire beaucoup plus. C'est on va dire un hub de divertissement quasiment. Tout à fait. Et si, alors nous on avoue, on avait un peu zappé. Merci d'avoir posé la question. On a reparlé de Oculus Rift. Ouais. Ça reste quand même bon. C'était au CES. A priori, alors Cinet.com, on va le dire clairement, s'est réveillé un peu tard parce qu'ils en ont parlé il y a 2 jours. Donc je pense qu'en fait ils n'ont pas voulu en parler tout de suite. Alors ouais, effectivement. Ils ont fait la vidéo en disant carrément que c'était la meilleure démo de tout le CES. Donc, est-ce qu'on peut expliquer vite fait ce que c'est que ce projet L'Oculus Rift, alors à ma connaissance, ça n'a pas forcément explosé sur ce CES. C'est quelque chose qui a été montré à l'E3 dernier, qui a été remontré dans une version un peu plus avancée. Ouais. On parle de bêta, on parle de prototype, on parle de kit de développement. Donc on est encore dans les phases où on va pas commencer à faire des spéculations sur le prix, commercialisation, etc. La technologie est assez simple, c'est un casque de réalité virtuelle, comme on en avait dans les années 80. On s'imagine que le futur serait comme ça, avec un casque sur la tête, qui permet en fait de contrôler les déplacements d'un personnage, par exemple, dans une expérience de gameplay plutôt vue à la première personne. En fait, il y a un gyroscope dans le casque. Voilà, c'est ça. Et en gros, d'habitude, il fallait une manette ou une souris pour le faire. Là, ce serait directement avec les mouvements de la tête qui suivraient en fait le regard du joueur. Alors, je ne l'ai pas essayé personnellement. Je sais qu'à Gamecult, on l'a essayé. On a écrit un article dessus à l'E3. Là, le prototype avance. Globalement, on sait qu'il y a des jeux qui vont être compatibles, comme Skyrim, par exemple, qui est un jeu très populaire de l'année encore avant, donc 2011. Il y a des jeux comme ça. Nous, on l'avait essayé, il me semble, sur Doom. Donc voilà, c'est des jeux comme ça un peu emblématiques. Une question, c'est juste un système de pointage ou ça sert aussi d'écran d'affichage du jeu? Alors tu vois l'affichage du jeu directement dans ton casque. C'est pas juste du pointage ou il faut non, c'est quelque chose qui, il me semble, moi je l'ai pas vu de mes yeux, mais il me semble que ça couvre l'entière, en tout cas le visage en entier. Et effectivement, tu vois le jeu directement comme si tu l'avais, vraiment jeu devant toi comme de la réalité en fait. C'est quelque chose d'assez. Vas-y, non, je croyais qu'il parle d'un angle en fait, de 110 degrés en termes de champ de vision en fait. Voilà. Non, mais c'est assez. On parle des kiosques, des contenus. Il faut un patch il faudra que les jeux soient patchés pour que ça fonctionne ou en natif avec le. Alors il me semble, parce qu'encore une fois, le kit de développement, je l'ai pas essayé évidemment, que effectivement les développeurs devront adapter et que Oculus Rift se propose pour l'instant de récupérer les codes sources et de faire les modifications. Voilà. Mais pour l'instant, on en est encore là. Il n'y a pas encore de deal. Oculus Rift risque par exemple de se faire racheter avant sa sortie, puisque c'est une technologie qui est tellement prometteuse qu'un constructeur pourrait bien faire main basse sur cette technologie. Donc voilà, on en est encore dans ce stage-là de discussion, mais clairement c'est une technologie qui est super enthousiasmante, un peu vomitive quand on l'essaye, parce que forcément c'est un peu troublant, mais globalement c'est quelque chose qui a l'air vraiment très très intéressant d'un point de vue ludique pour les années à venir. On va refaire un peu. Un peu. Vomitive, d'accord. Ouais, j'ai un peu glissé. Et pour terminer, je ne sais pas si tu comptais l'évoquer, quelque chose qui est très important, dont on n'a pas trop parlé sur le CES 2013, mais qui était pourtant présent, c'est la Steambox. Oui. Clairement, Steam, c'est le géant qui dort sur le marché du jeu dans un salon. C'est la Steambox, c'est un projet qui est sous-marin, on sait que ça va sortir, on sait qu'en 2013, on aura peut-être carrément un device qui sera présenté avec la Steambox. Pour l'instant, Steam... Valve, la société derrière Steam, était présente au CES, n'a pas vraiment formellement présenté de projet. Par contre, on sait que cette technologie-là, si elle tient ses promesses, ta Razer Edge, ton projet Shield, ça va vite être has-been, parce que le projet Shield, c'est vraiment la techno Steam, le catalogue Steam, la méthode Steam, avec la techno salon, et ça pourrait être vraiment super intéressant. C'est du cloud, mais on attend vraiment d'avoir plus d'informations sur ce type de truc.
Ok, donc courant 2013. Courant 2013. Merci Yuki. Merci à toi. Alors les tablettes se sont pas spécialisées que dans le jeu. Non. On arrive quasiment au modèle pièces détachées. Et on ne sait plus trop ce qu'est une tablette, un ultrabook, un netbook, tout ça, un PC. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Les zones se rapprochent. Il y a la tablette qui entend faire un peu de productivité comme un PC, et le PC qui entend être un peu intuitif comme une tablette. Alors justement, on va en parler. On va faire revenir Guillaume pour ça et Mathieu, qui sont les spécialistes de Windows 8. Donc on se retrouve tout de suite pour en parler. Bon, on se retrouve avec Guillaume, monsieur Windows 8 de CNET, entre autres. En gros, voilà, on va faire le pont justement entre les tablettes et ce qu'on appelle entre nous, on va dire le hardware, en tout cas voilà, tout ce qui est PC, laptop, netbook, notebook, ultrabook, quel que soit le nom qu'on lui donne. Alors là, cette année au CES, c'était la foire d'Empagne. Bon, les ultrabooks ont été un peu oubliés quand même. Enfin, il n'y en a pas eu tant que ça, c'était moins la folie que l'année dernière, pour parler clairement. Par contre, ce que je vais appeler un peu méchamment des portables Lego, on en a eu à toutes les sauces, dans tous les sens. Lego, mais pas seulement. Il y a eu un petit peu de tout. Bon, il y a eu les portables classiques, bon, les ultrabooks, ça on les connaissait déjà, ça change rien. Et par contre, il y a eu des ultrabooks et des PC portables qui eux changent un petit peu parce que leur écran devient tactile. Donc, il se détache pas encore, mais il devient tactile. C'est pas. A priori, on pourrait se dire, bon, ça va pas servir à grand chose parce qu'on a déjà la main sur la souris, on va pas aller mettre la main dessus. Mais on a fait un test lecteur avec un membre du forum, Alain, qui a testé l'Acer S7. Et lui qui a trouvé ça très utile, au contraire, et qui a dit que naturellement, il était passé de l'écran à la souris et que c'était vraiment, vraiment sympa pour lui. Donc, ça. Quoi. Voilà. Et donc, du coup, conséquence, c'était le premier salon, enfin, premier CES après la sortie de Windows 8. Oui. Donc, on a vu clairement voilà, l'application. C'est ce qu'on disait un peu entre nous. En gros, les constructeurs sont peut-être un peu en train de casser le code. On va dire que le netbook n'est pas mort, il revit sous une autre manière, en prenant quelques centaines d'euros au passage. Ouais. Et là, clairement, alors la frontière entre tablette, ultrabook, voire même alors des méga tablettes qui nous ont bien fait rire au début en 20, 24, 27 pouces, mais qui finalement deviennent quasiment des desktops en eux-mêmes. Voilà, on y arrive clairement, c'est-à-dire que tout ça devient un peu en kit, et la tablette en fait sort de son truc originel. Un mot stratégique, parce que c'est vrai que c'est pas tombé nulle part, hein, c'est cette logique d'hybride. On avait déjà vu Asus qui avait fait ses Transformers, je ne sais pas si vous vous souvenez, sous Android. C'est vrai que tu l'as répété, Windows 8, avec cette interface moderne UI tactile, s'y prête bien. C'est aussi, pour les fabricants, une possibilité de vendre du PC. Je ne sais pas si vous vous souvenez, depuis quelques temps, on a du mal à vendre du PC portable. Donc là, c'est une nouvelle histoire qu'il nous raconte. Il y a eu l'histoire Netbook, qui a très bien marché, c'était pas très cher. L'histoire Ultrabook n'a pas fonctionné réellement parce que c'était très très cher. Et que les gens qui sont équipés, qui ont déjà une machine depuis 2-3 ans qui fait largement le job, se disent, je vais pas racheter un nouvel ordinateur portable, vu que le mien, il fonctionne très bien. Là, c'est une belle histoire qu'on nous raconte. C'est un Ultrabook ou un Netbook, donc un format 10 pouces ou un 13, voire plus, avec un écran escamotable qui se transforme donc en tablette. J'ai envie de faire consulter du web, d'être un peu confort, j'ai ma tablette. J'ai envie d'être productif, je le dock et je peux bosser. À la différence de la Transformer de l'époque, que moi j'avais pris pour un salon, effectivement, le matériel était très bien, mais bon, Android en mode, tout à fait, c'était Android en mode laptop, c'est un peu contre nature quand même. En tout cas, c'est un avis très personnel. Ça l'était. Voilà, oui, ça évolue. Là, clairement, on a l'expérience Windows embarquée et c'est là qu'on voit peut-être qu'on arrive à quelque chose d'intéressant. Et les vendeurs de tablettes pensaient aussi que les gens allaient s'équiper d'une tablette en plus de l'ordinateur. Mais non, en fait, les gens qui achètent une tablette aujourd'hui, ils se disent « je vais en profiter pour remplacer mon ordinateur ». Ce qui était le défaut primaire de la tablette, qu'on évoquait souvent, c'est que non, ça remplace pas un ordinateur. Enfin, en tout cas, ça remplaçait pas un ordinateur. Il y a même des gens qui, au final, ont acheté une tablette plutôt qu'un ordinateur tout court. Ces gens-là n'auraient pas acheté l'ordinateur. Aussi, par les personnes du, entre guillemets, troisième âge ou qui... on en avait déjà parlé, on avait dit ce que ça ciblait, on avait dit des... Voilà, non, j'en dirai pas plus.
encore et dans donc, cette en produit catégorie. vraiment emblématique de tout ça, qu'est-ce que tu as relevé, toi, du coup, Alors, pendant ce salon mais il y a vraiment un petit peu de tout, parce qu'il y a aussi, on n'a pas parlé encore, des PC de bureau tout en un. Les tout en un, on connaissait déjà. Ça, c'est pas nouveau. Sous Windows 8, ok, mais ils sont tactiles maintenant. C'est-à-dire qu'on peut les utiliser au doigt, au clavier, voilà. Mais ce sont des machines, il n'y a pas d'unité centrale déportée, tout est dans l'écran. Donc Voilà. HP avait déjà fait ça avec Windows 7 Ouais. à la sortie de Sauf que Windows 7. l'expérience était Mais oui, c'était vraiment moyen. un peu limite, quoi. Ouais. Alors que là, Windows 8 est pensé pour au départ, donc a priori, ça fonctionne plutôt bien. Donc il y a eu un petit peu de tout ça. Ce que j'ai remarqué, c'est surtout ceux qui justement sortent un peu du lot, c'est-à-dire l'IdeaPad Yoga de Lenovo. Alors lui, il est un petit peu spécial parce que l'écran ne se détache pas, mais au contraire, il pivote à 360 degrés, il vient se rabattre, on s'en sert ensuite comme d'une tablette, et on peut s'en servir comme d'un ordinateur. Ça sert aussi de support si on veut le poser sur une table et l'utiliser au tactile. Pas mal. Polyvalent. On a l'Asus Taichi, alors là qui s'adresse plutôt aux professionnels ou même aux amateurs pour s'amuser, pourquoi pas. Il a un écran tactile à l'extérieur et un autre écran des deux côtés en fait, qu'on peut utiliser à la souris. Alors, sympa pour faire une présentation. Avec un écran sur le dos, quoi. Moi, je vais poser quand même une question à Dan, justement, avec toutes ces histoires d'écran. Pour en revenir sur le Taichi, j'ai eu la chance de pouvoir jouer un petit peu avec. C'est juste que exploiter les deux écrans en même temps, c'est juste impossible, puisque quand on l'utilise de face, l'écran il est en biais de l'autre côté, et si tu veux le mettre de l'autre pour avoir des angles de vision corrects, c'est l'autre écran qui n'a plus les angles. C'est une équation infernale. C'est des dalles, pas des dalles bien quoi, utilisables. Même si c'est des dalles bien, c'est mais l'IPS quand même. même si c'est des dalles IPS, c'est juste que t'as un angle, enfin même, c'est au-delà de l'angle de vision, c'est juste un truc de confort. Il faut être assis bien en face pour le laisser bien droit. Oui, c'est pas c'est très un peu confortable. contraignant, quoi. C'est pas très confortable. C'est pas le but de ce type de machine. Mais tu voulais me poser une question. C'était justement sur les problèmes d'affichage dans les écrans qu'on tourne dans tous les sens. Au bout d'un moment, à force de les tourner, on voit plus rien. Là, en l'occurrence, sur un double écran sur le même plan, c'est juste pas possible. Il faudrait que les écrans puissent faire un peu comme une tente à la canadienne, à l'ancienne. Ce que je disais à Guillaume, mais là qui a pas grand-chose à voir, c'était aussi au niveau protection de l'écran, parce que bon, pour se trimballer avec un truc comme ça, il va falloir acheter une protection en plus, un peu à la manière d'un smart cover ou je sais pas quoi. Ça paraît un peu rigolo quoi, sur un portable de racheter un truc pour protéger l'écran externe. Bon, c'était la première remarque qui m'était venue, c'est comment on fait pour protéger, puisque l'écran... La bonne vieille sacoche que tu avais. Voilà, c'est ça. Juste pour revenir sur le Transformer, puisque c'est vrai que tous ces éléments, on les a déjà vus en 2012. Nous, il y a Acer, Asus qui a présenté toute sa gamme, donc que ce soit les Iconia Tab W510, donc des netbooks transformables, ou même Asus avec son Transformer Book, ou son Vivon Tab. Donc ça, on les a déjà vus en 2012, c'est pas nouveau. Par contre, il y a eu quelque chose d'assez nouveau, en tout cas chez Asus, puisque Guillaume parlait d'All-in-One, c'est le Transformer IO, donc il y a un All-in-One, voilà, ça par contre c'est nouveau, parce que, enfin nouveau, en tout cas il y a quelque chose qui est intéressant je trouve, c'est que tu as deux OS, tu as donc un All-in-One qui fait 20 pouces je crois, 18.4, qui tourne, donc la tablette tourne sous un Tegra 3, donc sur Android, tu l'enlèves, tu te balades, tu es sur de l'Android avec tout l'écosystème, les applis, tu le redock, tu es sur une expérience Windows 8 avec un i5 ou un i7. Donc voilà, là on est vraiment sur à la fois... Alors le meilleur des deux mondes, c'est toujours la bonne blague de dire voilà le meilleur des deux mondes. Mais en tout cas, tu as deux OS et deux configs différentes, à la limite optimisées pour le mieux. Parce que c'est vrai que le problème de Windows 8, et Yuki en parlait tout à l'heure, c'est vrai que c'est quand même assez énergivore, même s'il y a des solutions matérielles, notamment chez Intel. Quand même fait à l'origine pour des grosses bécanes. Exactement, même si on a de l'ultra low voltage en Ivy Bridge maintenant, c'est quand même assez énergivore. L'avantage, c'est que quand tu es sur ces deux solutions-là, tu as la mobilité avec de l'ARM assez peu gourmand en consommation énergétique, et de l'autre côté, la performance, une fois docké, avec ton i5, i7 et Windows 8. Voilà, mais c'est à réserver plutôt à la maison. Hein, parce oui, clairement. 18.4, voilà. C'est d'une pièce à l'autre. Pour ton canapé. On n'aura pas une autonomie de 10 heures, clairement. Et côté Ultrabook, parce qu'on a quand même eu des questions aussi sur cette partie-là. En gros, on a vu que l'histoire Windows 8 ARM était un peu compliquée pendant le CES. Oui, alors pour l'instant, il n'y a pas...
encore énormément de choses. C'est ce que disait le PDG d'ARM en expliquant que Microsoft avait volontairement limité le nombre de partenaires, voilà, pour des raisons de qualité, parce qu'ils n'ont pas le contrôle comme peut l'avoir Apple sur les machines. Ouais. Donc ils ne veulent pas voir des machines low cost arriver. Qui dégradent les expériences. Exactement. Donc pour l'instant c'est encore limité, mais ARM dit justement que cette année il va y avoir encore d'autres produits, donc ça a commencé doucement, mais il faut s'attendre à avoir de nouvelles choses à venir cette année. Voilà. Ok, et côté Ultrabook, alors j'ai vu que tu voulais en parler, justement, le prototype Ultrabook Intel. Oui, voilà, parce qu'ils ont présenté la nouvelle génération. Alors, encore une fois, c'est intéressant. Là aussi, on a vu qu'il y avait... On a vu les 2 écrans, les 2 processeurs, les 2 systèmes. Là, c'est Intel qui présente son prototype avec 2 batteries. Une qui est sous le clavier. Ensuite, l'écran se détache et c'est l'autre batterie qui est derrière l'écran qui va prendre le relais. Voilà. 10 heures d'un côté, en mode tablette. Si on le rajoute au clavier avec la batterie, on gagne 3 heures en plus pour Windows 8, justement, qui est énergivore, on me disait. C'est parfait. Alors, je vais demander de sortir la boule de cristal. Je pense que tu n'as pas la réponse. On nous demande quand même si est-ce qu'on verra des appareils full option à des prix raisonnables dès cette année en Ultrabook. Les prix vont certainement baisser. Dan, je pense que je te vois faire la moue. Non, mais c'est cette équation globale. Ça va en dehors de l'univers du PC, portable ou PC. Est-ce que je peux avoir tout pour pas cher à un moment donné, ça va être difficile. Peut-être que les caractéristiques vont augmenter, mais pour rester au même prix, mais je vois pas trop ça. On peut dire qu'en gros, voilà, on restera toujours dans des zones à 1300, il y aura différentes gammes de produits, il y aura le milieu de gamme. Mais c'est comme en voiture. On va jamais arriver en gros. On n'aura jamais une Ferrari à 500 €. Oui, voilà. En gros, pour faire court. Tu as un ticket d'entrée à 4,99 chez Asus notamment. Tu as un truc qui est pas mal, je trouve, chez Acer, c'est le W510. On a déjà évoqué. C'est pas un ultrabook parce que c'est un netbook, c'est vrai. Mais disons que si tu veux y aller sur ce type de format hybride, autour de 500 €, tu trouves quand même, tu commences à trouver quelque chose d'assez solide. Par contre, c'est vrai que c'est pas de la Ivy Bridge, c'est de l'Atom, c'est vrai. C'est du Clover Trail, mais ça dépend de l'usage. Est-ce que tu as vraiment besoin d'avoir un i5, un i7 Non, mais voilà, le truc, c'est toujours bien définir ses besoins avant de se précipiter sur un achat. Ouais. Après, c'est l'exemple typique, pas besoin d'une Ferrari pour faire un déménagement, il faut une camionnette. Voilà. Donc c'est vrai dans tous les domaines. C'est un bon exemple. Non, mais c'est vrai. C'est plaisant d'avoir le dernier cri, le truc le plus cher, mais est-ce qu'au fond on en a vraiment besoin? Faut pas se tromper de débat. Quoi. Alors par contre sur cette tablette Acer, je crois qu'on avait regardé tout à l'heure, là où elle peut pêcher, c'est au niveau de la mémoire vive pour Windows 8. 2 Go on avait dit. 2 Go. C'est peut-être limite pour Windows 8, la version desktop. Puis après, il y a aussi, on a vu quelques innovations, enfin on va pas rentrer dans les détails, mais aussi dans les disques durs hybrides, qui s'affinent, bon, ça va permettre de faire des choses un peu intéressantes. C'est pas nouveau, il y a un des 2 gros constructeurs qui vient, mais l'autre le proposait déjà, donc c'est juste. Ça généralise, on va dire. Ah, merci. Mais de toute façon, on va pas faire la conclusion maintenant, mais c'était quand même un peu l'idée du CES et qu'il y avait des choses qui se confirmaient. Il n'y avait pas d'innovation majeure, on va dire. En tout cas, dans ce domaine-là. On n'a rien vu d'exceptionnel, pour le coup. Non, mais parce que ça fait quand même 2 ans, oui, on disque dur hybride que ça existait. Mais ils ont joué, c'est Seagate et Western Digital, voilà, ils ont tous deux présenté leur solution. Un en prototype, l'autre qui est déjà prêt. Ouais. Sur l'hybride. Et puis avec des... Sur l'hybride, oui. Oui, mais il y en a un qui en propose un depuis 2 ans. Oui, voilà, ils ont proposé un depuis 2 ans. Mais là, ils ont optimisé un petit peu la taille pour rentrer dans les ultrabooks. Et ça va faire des belles capacités de stockage. On va arriver au teraoctet. Voilà. On va sortir des 128, voire un peu plus. Bon, c'était toujours un peu limitatif, on va dire. Voilà, on est dans l'upgrade, quoi. Non, mais l'avantage de l'hybride, c'est de proposer une mémoire SSD relativement importante et de basculer le stockage de masse sur du mécanique. Mais le tout intégré dans l'espace classique. Hyper contenu, ce qui permet de faire des formats relativement fins. Quelque chose à rajouter, Guillaume? Oui, si on veut tester Windows 8. Le petit rappel de Guillaume, pas anodin. Mais qu'on ne veut pas mettre encore d'argent dans les machines parce que déjà on n'est pas sûr de ce qu'on veut, on a vu qu'il y avait trop de choses. Voilà. Il faut penser que la promotion Microsoft s'arrête le 31 janvier. C'est la minute bon plan. Voilà. Ça s'arrête le 31 janvier. Oui, on pourrait très bien l'utiliser, se dire
je garde mon PC actuel, je mets à jour mon vieux Windows et je garde mes sous pour acheter par exemple un moniteur tactile. Par exemple. Chez LG, ils en ont proposé un. Voilà. Alors donc si on n'a pas de budget, on peut faire ça. On peut très bien l'acheter et ne pas l'installer. Voilà, parce qu'on se dit aujourd'hui, bof. Je le mets de côté. Oui. Ça prend de la valeur avec le temps, tu penses comme le bon vin, ça peut se bonifier, mais justement. Mes disques de Windows 3. Non, mais tu as des millésimes en plus. Aujourd'hui, il n'y a pas un énorme avantage pour quelqu'un qui n'a pas d'écran tactile. Mais qui dit dans 1 an, dans 2 ans, si ça se trouve, Microsoft va sortir la bonne nouveauté, tout le monde va se dire « Ah, c'est dommage, j'aimerais bien profiter de ça, mais c'est que sous Windows 8 ». Et à ce moment-là, Windows 8, il faudra débourser 100 à 160 € pour l'avoir, au lieu de 30 €. Voilà. Peut-être que d'ici 2 ans, ce sera plus Windows 8, mais bon, ça... C'est pareil pour le Microsoft. On verra. On parle quand même de 120 à 130 € de différence, quoi. Ah oui. C'est pas rien. 30 €. Les euros. versions d'essai ont expiré cette semaine, hein, c'est bien ça. Oui, en gros, s'il y a une chose à retenir, si vous voulez acheter un Windows 8, c'est avant fin janvier. Voilà, 31 € plus tard. Après, vous verrez si vous l'utilisez ou pas, mais bon, quitte à le payer, autant pas le payer trop cher. Merci Guillaume. Avec plaisir. On va passer, nous, du côté de l'impression 3D, qui a aussi fait un peu de bruit avec toi, Daniel. Un petit peu. Donc on se retrouve pour parler de ça tout de suite. Bon, on se retrouve pour parler de l'imprimante 3D avec Seb, qui part, qui revient. Voilà, la magie de la télé. Voilà. Bon, impression 3D, c'était pas nouveau. Par contre, c'est pas nouveau, mais démocratise un peu. Voilà. Enfin, il y a les 2 gros constructeurs qui sont des 2 grosses sociétés 3D Systems et MakerBot qui ont annoncé des modèles au cours du CES. Alors, 2 pour 3D Systems, la Cube et la CubeX, et une seule pour MakerBot avec la Replicator 2X. Qu'est-ce que ça change, globalement? C'est moins cher. Les modèles d'entrée, la Cube est à 1000-1300 $, c'est ça? 1500 et quelques. 1500 en fait, ils avaient annoncé 1300, ouais. et là sur le site aujourd'hui, c'est à 1529 si mes souvenirs sont. Donc elle a pris 300 €, 200 € en quelques jours. Donc, ça, c'est le nouveau modèle d'un modèle qui avait sorti l'année précédente. Une évolution. On peut dire que c'est l'imprimante la moins chère du marché. Donc c'est l'imprimante qui est présentée comme l'imprimante accessible à tout le monde. C'est-à-dire qu'elle est super bien designée, elle est belle, elle est pas chère. Mais au final, on a pu voir les images quand même. Pas tout à fait d'accord sur le pas cher, mais... Pas cher. On va dire que c'est le prix d'un ultrabook. Donc si tu veux, si tu aimes un peu ça, si t'es tombé dans l'impression 3D... C'est pas cher pour de l'impression 3D, mais ça reste quand même 1300 $. Ça reste cher, mais je veux dire, c'est un... Ça devient un tout petit peu plus accessible. Voilà. C'est clairement accessible. Par rapport à l'année dernière. Je sais pas. Par contre, le produit, honnêtement, il n'est pas top. Hein. On a pu voir les captures d'écran. Moi, j'ai fait des petits zooms dans les vidéos qu'on postait de nos collègues. Moi, je préfère voir en vrai que sur des captures d'écran intermédiaires. Le problème, c'est qu'on n'a pas eu l'occasion de voir ça en vrai, Daniel, comme tu le sais bien. Non, mais c'est pour ça que de donner un avis comme ça, tranché sur des photos, des images, c'est un petit peu... Bon, a priori, ça va pas non plus remplacer. Honnêtement, on n'est pas dans la fabrication. Et elle fait pas le job. Hein. On voit les stries, sur les objets. C'est pas très lisse. Après, ça dépend ce que tu attends de l'impression 3D. Voilà, la vraie question est là. Et ben voilà, je pense qu'on vend du rêve et qu'actuellement, que ce soit cette imprimante ou même la Replicator 2X ou la Cube 3DX Trio dans sa version 3 couleurs. Après, je vais pas me faire l'avocat des sociétés, mais je crois que nulle part elles ont dit que tu aurais un produit fini, lisse, laqué. Et sur aucun des sites, je n'ai vu ça. Brie Petit, c'est le fondateur et le président de MakerBot, donc ceux qui font l'applicateur. Lui, il est exubérant, c'est la révolution industrielle. Enfin, il parle, honnêtement, il parle de ça comme un truc qui va transformer, révolutionner la vie. Bon, d'un autre côté, il vend ses imprimantes, donc c'est normal qu'il tienne aussi un peu ce discours. Il va pas, voilà. Mais dans l'imaginaire commun, l'impression 3D, pourquoi on en parle? Parce que je pense que au fond, nous, on a tous envie de construire ces petits objets et c'est quelque chose d'assez phénoménal. C'est l'idée que propose l'impression 3D. Sauf que derrière, donc, il y a déjà le coût du matériel qui n'est pas forcément donné. De la matière première. Bon, ça, c'est des cartouches entre 50 et 100 €, mais on reviendra rapidement dessus. Et puis surtout, il y a des connaissances techniques à avoir derrière. C'est que pour les alimenter, ces imprimantes, il faut leur envoyer des fichiers numériques. Et c'est de la CAO, c'est de la conception assistée par ordinateur 3D. Enfin, c'est de l'AutoCAD, Autodesk, c'est pas des logiciels. Après,
avec l'arrivée de ces imprimantes 3D, il y a plein de services qui arrivent aussi en parallèle pour accompagner l'utilisateur. Et je sais que tu as été un petit peu explorer ce qui se faisait de ce côté-là. Alors justement, je vais juste revenir sur le fait que c'est un peu compliqué. En fait, c'est pas comme une imprimante classique. Tu vas mettre ta feuille, ça va imprimer. Non, là, il y a un problème de température de l'extrudeur. C'est là où le fil qui crée la matière va... Oui, Daniel ? Ça, c'est plus pour le processus d'impression. Moi, je te parlais déjà juste de la création de l'objet. Oui. Ah oui, mais je reviens d'abord là-dessus. Je veux dire, ce que je veux dire par là, que c'est pas un objet simple à appréhender. Il faut être un peu bricoleur. Il faut vraiment mettre les mains dedans pour vraiment appréhender correctement l'objet, d'une part. Et d'autre part, donc effectivement, il y a le problème de conception de l'objet. Donc pour ça, il y a un site Sculpteo français. Voilà, la Minute Montebourg. Je ne sais pas si on avait fait une encore aujourd'hui. Si, Alex avait fait la sienne. Et donc là, du coup, on met de côté tous les problèmes techniques. On va envoyer l'objet sur ce site. Et sur ce site, derrière, tu as tout un tas d'algorithmes qui vont calculer la solidité de ton objet. Ouais. Par exemple, si tu fais un décapsuleur et ton truc qui se casse au bout de la première utilisation, c'est un peu embêtant. Donc sur le site, tu as une application. En fait, tu vas pouvoir analyser l'objet et te dire, bah là, rajoute 10 cm, sinon ton machin, il ne va pas tenir. Et derrière ça, tu as aussi tout un tas de couches que tu vas pouvoir mettre par-dessus l'objet, de l'argenté, des couleurs. Et pour le coup, là, c'est l'impression 3D pour les nuls, et je trouve ça assez... Sauf que le multicouche, il n'y en a pas beaucoup, enfin, il n'y a pas beaucoup d'imprimantes qui le proposent. Il y a la Cubix qui propose l'impression en 3 couleurs. Par contre, je ne te parle pas d'impression 3D en différentes couleurs. Là, je te parle du service Sculpteo qui, d'une part, a l'impression 3D, et d'autre part, va te mettre des services derrière pour justement faire cette... Le service, du coup, te fait l'objet à ta place. En fait, c'est tout à fait. D'accord, ok, moi j'avais pas compris ça comme ça, mais c'est pas. Donc c'est pas. En gros, le fond de place. Mais enfin, reste le fait que quand même, donc en gros, si on doit schématiser, il y a eu 3 modèles. Il y a 3 modèles, l'entrée de gamme Cube de 3D System. Après, les 2 modèles concurrents, la Replicator 2X et la Cubix. Sachant que la Cube, c'est un volume utile d'impression de 15 cm à peu près. 14, en gros, une tasse de côté. C'était pour arrondir. Les 2 autres, la Cubix, elle, c'est carrément du plus gros puisque c'est du 30 par 25 par 24. Donc, un ballon de basket. C'est l'image qu'ils ont présentée lors du salon, c'est le ballon de basket. Et la Replicator 2X, c'est un tout petit peu moins, c'est du 28, 15, 15. D'accord. Donc c'est déjà des volumes plus conséquents. Et donc si on résume, donc ça commence à devenir un tout petit peu plus accessible. Après, tout dépend où on met la barre de l'accessible. Tu peux commencer à faire des objets relativement gros. Et surtout, ça devient un tout petit peu plus sécurisé à l'utilisation. C'est aussi ce que j'avais noté pour certains. C'est ce qu'ils vendent. C'est ce qu'ils vendent sur le modèle bas de gamme. Parce que, mine de rien, il y a des problèmes de température. Enfin, je pense qu'il y a une réelle confusion avec le terme d'impression. Le principe de l'impression 3D, quand même, c'est je fonds du plastique et je l'applique par couche. Donc qui dit faire fondre, il dit chaleur. Voilà. Projection. Et ce qu'il y a de louable donc, dans la Replicator 2X, c'est-à-dire le haut de gamme, c'est que les couches vont être très très fines. On parle de couches de 100 microns, donc ça fait 0,1 mm. Ouais, tu joues avec la densité. Et donc c'est ça qui va faire en fait, la qualité au final de l'objet, c'est-à-dire que tu vas avoir des sphères bien sphériques, un contour bien lisse, ce que tu n'as pas avec l'entrée de gamme par exemple. Donc par contre, en gros, si on doit résumer, ça met à portée de main pour tous les géotrouve-tout qui veulent conceptualiser un peu. Il faut quand même vraiment s'y mettre. Non, mais justement, des gens qui sont concepteurs d'objets et qui veulent juste tester avant, enfin voilà, ça devient un peu plus accessible. Un designer, un maquettiste peut investir là-dedans, ça va faciliter beaucoup. Par contre, si je caricature et si je tire le trait de façon un peu plus grosse, vous pensez pas à faire des tasses en série que vous allez vendre sur eBay, voilà. Non. On se calme tout de suite. Pas encore. Hein. Je précise quand même qu'après, il y a tout un service de crowdsourcing, enfin pas de crowdsourcing, mais en fait où les utilisateurs peuvent soumettre eux-mêmes leur plan à 3D Systems, à MakerBot, qui les balance sur des serveurs, après on a plus juste à télécharger le plan et l'imprimer chez soi. Il y a aussi ça, donc ça évite d'avoir le problème de conception 3D, de machin. Oui, parce que pour quelqu'un qui n'a pas ouvert AutoCAD, voilà, c'est impossible. Juste pour être un petit peu technique, il faut avoir le fichier en information que l'imprimante peut comprendre. Mais à la base, il faut quand même un modèle 3D. Oui, mais donc il faut réussir à l'avoir fait, ce modèle 3D. Oui, mais qui sont faits par des mecs qui savent le faire. Oui. Mais du coup, tu passes quoi, 3 heures au téléphone avec eux en leur disant je voudrais une tâche? Non, c'est des modèles prédéfinis. C'est des modèles que tu customises de manière simple. C'est des patrons, pour faire court.
Mais enfin, l'impression 3D, on dit que c'est simple, mais c'est pas encore si simple. Dernier point pour revenir à ton service de tasse que tu vas sortir pour je ne sais quelle occasion. Il faut savoir que c'est comme, je vais faire le comparant encore avec les imprimantes classiques, on parle pas de pages par minute, là on parle d'objets par jour. Une impression 3D, c'est super lent. On peut faire passer plusieurs heures sur un seul produit. Pour que la matière puisse supporter le poids des couches supplémentaires, il faut lui laisser le temps de refroidir. Voilà. C'est des processus industriels. Donc ça commence à arriver, mais il y a beaucoup de contraintes. Et à moins que vous ayez soit beaucoup d'argent, soit un réel intérêt à le faire, on n'en est pas encore de l'ordre justement du gadget. La révolution, c'est pour demain. Voilà. Dont on va parler d'ailleurs maintenant. Merci les gars. Donc on réaccueille Alexandre et Mathieu pour parler des objets intelligents et connectés, parce qu'il y a un petit paquet aussi au CES. A tout de suite. Donc on se retrouve pour parler d'objets connectés, mais avant ça, on va faire un petit point sur les écrans souples, les e-ink. Alors on va commencer par l'OVNI de la semaine, le Yotaphone. Oui, le Yotaphone, donc c'est un fabricant russe. Voilà, le smartphone russe. Voilà, exactement, ils ont bien le droit de faire du smartphone. Exactement. C'est déjà de très belles voitures. Qui a été award de CES. Oui, les choix de CNET cette année sont assez particulier. Ouais. J'aurais peut-être pas choisi ni le Edge ni le Yotaphone. Le concept, c'est un écran LCD côté façade, donc là, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Par contre, à l'arrière, tu as un écran e-ink. Donc on rappelle, e-ink, c'est les liseuses électroniques, les Kindle, qui ont popularisé ce type de technologie. L'idée, c'est d'économiser les ressources quand tu as ton écran LCD éteint. Tu as quand même les informations, les notifications qui apparaissent sur le revers. Voilà, ça consomme rien, que c'est plus lisible quand il y a du soleil, ce genre de choses, mine de rien. Alors il y a cet usage effectivement de lecture de contenu, de livres, et puis économie d'énergie pour recevoir des notifications. Ça sera présenté un petit peu plus précisément au Mobile World Congress. De toute façon, c'est là. Je pense qu'au Mobile World Congress, il y aura pas mal de choses. Merci Alex. En parlant d'écran, quelque chose par contre qui était un peu plus intéressant et qui a fait beaucoup plus de bruit, pour le coup, c'est l'écran flexible de Samsung. Alors on en parle depuis très longtemps. Il y a eu des concepts depuis 2005. Là, il y a Samsung qui a présenté quelque chose, disons, de plus marquant, puisque c'est un prototype d'écran intégré sur un smartphone, donc quelque chose qui est quasi, pas définitif, mais qu'en tout cas on peut attendre sur cette année 2013. Le concept de cet écran souple, tu l'as déjà commencé à l'évoquer, c'est qu'on pourra avoir de nouveaux form factors, de nouveaux formats de produits. Eux, ce qu'ils ont montré, c'est un téléphone avec un écran donc, qui vient manger le côté du smartphone. Et l'idée, c'est d'avoir de nouveaux usages. Alors là, c'est vrai que c'est pas révolutionnaire. Maintenant, on peut imaginer de nouvelles choses, des écrans qui se déploient pour avoir plus de confort d'affichage. Sur un smartphone, par exemple, on peut imaginer un écran qui se rabatte comme ça. Voilà, il y a pas mal de choses qui se créent. Ce qui est aussi intéressant, je trouve, c'est que, outre le fait que ça soit flexible, donc du coup, beaucoup plus de formats différents, c'est aussi la qualité d'affichage. On est sur du 300 ppp ou ppi, donc quelque chose d'assez fin, quelque chose de très défini en termes de qualité. Généralement, c'est le principal défaut. Exactement. Voilà. On a enfin quelque chose qui correspond grosso modo à du 720p, donc de la HD 720p, et un écran qui est vendu comme incassable. Voilà. Ce qui laisse augurer des choses relativement rigolotes. Oui, ce qui est intéressant, c'est ce que je te dis, c'est de nouveaux formats. Ok. Par contre, on n'a aucune idée de prix ou ce genre de choses. Encore une fois, c'était un concept. Par contre, ce qu'ils nous ont dit, et je pense qu'on le verra également à Barcelone, c'est toute une gamme de produits cette année ou début 2014. Donc ça va venir une réalité dans les 12 mois. Et c'est ce qui, je trouve, super intéressant sur ce salon. Ok, donc on arrête avec les écrans, c'était les principales choses. Toi Seb, alors on passe aux objets dits intelligents à la place des gens ou connectés. Plus que dit, c'est des vrais objets intelligents et connectés. On n'est pas d'accord à l'origine. Bon, l'intelligence, ça se mesure pas. Il y a eu quand même beaucoup de choses. Enfin, en gros, voilà. Alors, il y a eu beaucoup de choses. Par contre, on peut dégager quand même 3 grosses tendances parmi ces objets connectés. Alors, avant tout, un objet connecté, c'est quoi? C'est un objet avec tout un tas de capteurs. Au milieu, nous, on a... Arrête de rigoler quand même. Au milieu, nous, donc, on a un smartphone. En fait, ça va être l'ordinateur, l'intelligence qui va prendre les informations de cet objet avec les capteurs. Et maintenant, le smartphone, tout le monde en a un. Il est connecté au web, à Internet. Du coup, ça va échanger les informations, aller chercher piocher dans des bases de données, etc. Donc, la première tendance, c'est pas la meilleure, c'est tout ce qu'il y a de gaming. Donc, on a vu plein de petites choses rigolotes. Donc
Alex fait le pingouin derrière. Donc rigolote, c'est quoi? C'est des petites voitures que tu vas télécommander, il y a des caméras dessus, donc tu vois la caméra sur le smartphone. Ça c'est pas révolutionnaire. Voilà, c'est pas révolutionnaire, c'est des petites gadgets, c'est marrant, ça mange pas de pain, c'est moins cher qu'un drone de Parrot par exemple, ça c'est sûr. Et tu as aussi une sorte de Tamagotchi, ça c'était sympa, c'était un petit dinosaure en fait, une sorte de nouveau Tamagotchi, vous savez ce que c'est le Tamagotchi? On élève la petite machine, là tu le caresses, le dinosaure, donc bon voilà, il réagit, c'est assez sympa, avant d'acheter un chat, t'achètes un Tamagotchi, et avant de faire des bébés, t'achètes un chat, donc tu vois, la boucle est bouclée. C'est quand même que Pléo c'est pas nouveau, c'est une réédition qu'ils ont refait. Tout à fait, c'est pas une nouveauté. Pléo, j'en ai eu un il y a 5 ans, j'ai eu le premier que j'ai commandé. Et est-ce que tu l'as bien éduqué? Assez fan de robots. Voilà, j'ai beaucoup de robots, notamment le Isobo, et c'est assez amusant ce truc parce qu'il y a 5 ans, je t'avouerais que voilà, tu as un sentiment très curieux parce que tu as un sentiment d'affection avec ce. Tu sais que c'est une machine, mais c'est tellement bien pensé, il y a beaucoup de capteurs, il y a une logique d'apprentissage, et franchement, c'est assez malsain, moi je trouve. En fait, un rapport assez curieux avec ce genre de machine. Moi, je l'ai vite revendu. Tu fais ce que tu veux. Est-ce que tu tombes amoureux de... Non, tu tombes pas amoureux, mais tu as un rapport affectif. C'est au Japon où ce genre de produits se développe énormément. Et voilà, moi je trouve ça assez malsain. Ok. Ça, c'est dit. Donc, sur ces paroles inquiétantes, je vais enchaîner avec l'autre tendance, c'est tout ce qui est objet connecté pour la santé et le bien-être. Oui, alors ça, on a eu... on a eu un objet assez anecdotique, c'est la fourchette connectée. Oui. Donc, pour rappel, c'est une fourchette qui buzz quand on mange trop vite. Donc, c'est pour t'apprendre à manger plus lentement, à mieux manger. Mais ça augure quand même pour l'avenir vraiment un truc assez phénoménal. Sur tout ce qui est connecté. Ce qu'on a vu, c'est qu'en fait, des objets simples, pardon, je vais y arriver, commencent à se connecter. Des trucs usuels, voilà. courants. Le coup de la fourchette, par exemple. Alors la fourchette, c'est le concept. Alors pour moi, c'est un petit côté un peu marketing, c'est sympa et tout. Mais l'idée derrière tout ça, c'est quoi? C'est que tu vas avoir en toi, moi je parlais souvent d'une dent connectée, un capteur que tu mets là. Elle va savoir tout ce que tu manges toute la journée. Cette dent, elle va envoyer les infos à ton médecin, par exemple, qui va pouvoir suivre ton alimentation. Ça va être, pourquoi pas aussi, si tu es diabétique, pouvoir mieux gérer ta santé au quotidien. Alors, on a eu ça aussi pour le sport, les footings. Il y a eu Fitbit qui c'était un système en fait pour t'aider à faire ton jogging, mieux courir, trouver ta foulée, ton pouls, etc. Tous ces objets, c'est vraiment phénoménal. Moi, je trouve pour le bien-être, ça augure vraiment de belles perspectives. Après, le problème, c'est des objets qui, tu as d'un côté le podomètre, de l'autre l'accéléromètre. Donc, tu vas te retrouver avec tout un tas d'objets. Et la force, de ce genre d'objet, c'est quand vraiment tu as un truc, tu t'en occupes pas, tu mets dans ta poche. Et le truc, il calcule, il capte tout à ta place, il calcule tout. Je sais pas si j'étais clair. C'est ça le problème, c'est que c'est inquiétant. Moi, je trouve ça, toi, tu vois tout le côté positif. Il y a un côté super. Surveillance, mais carrément, il y a un côté inquiétant. Tu parles de la dent connectée, bon, ça, tu brevettes-le, c'est une super idée. Avec la fourchette, ça ira super bien. Mais là, tu parles du médecin, donc il va recevoir l'information pour le diabétique. Mais on en discutait tout à l'heure, ça peut être aussi la sécu. La sécu, genre, tu as mangé, t'es diabétique, tu as mangé du sucre. Et on te squeeze, enfin je veux dire, il y a tout ce côté connecté, mais aussi surveillance. On te vient la sécu ou même la mutuelle, la mutuelle. Donc c'est inquiétant quand même. Sans aller au-delà, c'est que c'est surtout des données personnelles qui se trimballent un peu partout. On en vient sur le concept de données personnelles. Et en plus, il y a un côté soumission technologique. Enfin, tu vois, moi j'utilise beaucoup le Nike Fit, enfin le Nike Plus, donc qui permet tu utilisais beaucoup. Oui, non. J'ai pu consulter en 2013, je continue. Non, je continue tous les dimanches. Parce qu'il n'a pas de batterie. Au bout de chemin. Et donc, j'utilise cet accessoire qui, je trouve, est bien parce que ça motive. Mais il y a une différence entre l'accessoire qui vient, on va dire, apporter des données, mais tu restes maître, tu as la main, de la chose. Exactement, et c'est ce genre d'objet connecté qui est autonome. Voilà, moi je ferai une différence. C'est sûr, ce type d'objet dans une dictature totalitaire, ça peut être super dangereux. Voilà. Non, mais c'est surtout le truc qu'il est là dessus. Enfin, c'est ce qu'on a vu très récemment. Enfin, voilà, on y a eu le droit même en 2012. Les smartphones avec les trucs de localisation. Enfin, c'est ça à côté. Les gens ne savent pas forcément que voilà, ces choses-là sont capables d'émettre et de recevoir des données et surtout comment ça transite. Donc, non, mais il y a un vrai problème de données personnelles à gérer derrière. Ah oui. Mais en tout cas, la tendance, elle est là. Voilà, alors ça c'est... Alors après, on verra l'usage. Médicalement, ça a son sens. Médicalement, ça a son sens. Encore une fois, il faut y réfléchir. Tu as eu d'autres objets connectés aussi, le ficus connecté. Alors ça, c'est la troisième partie. Voilà, la troisième grande tendance de ces objets connectés, c'est un peu t'aider au quotidien.
CNET nous aide à comprendre le high-tech au quotidien. Maintenant, tu as des objets qui vont t'aider à vivre au quotidien. Donc le Ficus connecté, le Power Flower, donc il y a un petit côté un peu Woodstock, hein, c'est le pouvoir des fleurs. Et donc cet objet, il va t'aider en fait à cultiver tranquillement tes plantes à la maison. Donc c'est un système avec une sonde que tu mets dans le pot de fleurs. Donc tu as tout un tas de capteurs d'hygrométrie, ça va capter la luminosité aussi, la fertilité de la terre. Ces informations sont ingérées par le smartphone, l'intelligence, et globalement, toi, tu n'as plus rien à faire. Lui, il va te dire quand est-ce que tu as besoin d'arroser tes plantes, changer un petit peu la terre, mettre de l'engrais. Tout ça, c'est relié à une base de données. Donc, si tu as une nouvelle plante hybride, on parlait d'hybridation, je ne sais pas moi, avec un clavier, une nouvelle rose particulière, bon, bah, si elle est dans la base de données, tu vas pouvoir programmer tout ça. C'est Parrot qui fait alors c'est Parrot, voilà. Parce que c'est vrai que c'est une marque qui est assez innovante là-dessus. C'est eux qui ont fait le drone. Ils ont fait aussi les enceintes, les ZIC. C'est vrai que c'est une marque Parrot qui commence vraiment à être innovant, alors qu'à la base, c'était quand même. Mais contrairement, tu vois, au frigo et au four connecté, peut-être qu'on en parlera après, je trouve vraiment là, c'est la vraie bonne idée qui est. Demain, tu mets ton truc et tu cultives ta plante. C'est en vente, ça sera en vente cette année. C'est ça qui est intéressant. Non, c'est une réalité. C'est une réalité commerciale. Ils ont pris la température comme ils font souvent au CES, et là, ils vont y aller. Pour le coup, ça c'est pas mal. Et pour finir là-dessus, on n'est pas obligé d'être passif, on attend les notifications. On peut être actif, proactif. Mathieu, ça te parle. Donc on est proactif, c'est-à-dire plutôt que de se laisser bercer par les notifications, ça va nous permettre d'apprendre à mieux appréhender, à mieux cultiver la plante. C'est peut-être ça l'intérêt, parce qu'attendre bêtement... Tout à fait. On disait, il faut rajouter de l'eau, c'est peut-être pas le but maintenant. Bon, je vais faire mon vieux con, on peut aussi lire un livre sur les plantes. De toute façon, j'ai pas entendu. On peut lire aussi un livre sur les plantes, tu vois. C'est ça, c'est peut-être Nicolas le jardinier. Après, tu peux avoir les deux, peut-être que les deux peuvent... Typiquement, Sébastien n'a pas la main verte. C'est ce que j'ai répondu l'autre jour, t'as pas de plantes. Non, mais on t'offre des plantes. Non, mais c'est intéressant, mais bon, on est quand même dans le concept où c'est le téléphone qui pense à ta place, quoi. Donc, bientôt. Qui t'apprend, qui t'éduque à. Qui t'éduque, voilà. Il y avait les livres avant, maintenant il y a le téléphone. Non, il y a une valeur éducative. Et par contre, pour moi, les frigos et les fours, par contre, ça reste vraiment. Oui, on a eu le droit au frigo connecté, comme chaque année. L'année dernière, au CES, il y avait le frigo, cette année, il y a eu le four. Ça y a dit qu'il y a eu un four et des plaques chauffantes, je crois. Donc avec des petits écrans où tu as tes recettes, où tu as le temps de cuisson, que tu peux évidemment démarrer du bureau et arriver chez toi avec le four préchauffé. Voilà. Bon, c'est exotique, c'est un pas vers la domotique, on n'y est pas encore, mais je pense que dans 3-4 ans, on pourra commencer à avoir des vrais écosystèmes de domotique. Merci pour la transition, enfin juste en tout cas pour avoir tendu la perche. On a eu une question aussi sur les nouveautés en domotique. Je sais que Daniel a prévu de répondre parce que ça aurait été très long directement dans l'article. Nous, on a vu quelque chose d'assez intéressant. Enfin, c'est un des blogueurs de CNET qui ne pouvait pas être là aujourd'hui, qui a eu quelque chose d'intéressant, notamment chez Technicolor. On s'y entendait pas du tout. Qui a présenté qui a présenté un système qui s'appelle Keo. De communication. Voilà, donc on y arrive. De communication, je crois. Voilà, qui est en gros une espèce de surcouche qui permettrait de tout faire communiquer dans la maison et de le piloter à partir d'un smartphone. Bon, on est de l'ordre du concept quand même pour le moment. On l'a pas vu marcher en vrai, on attendra de voir. Je crois qu'il y avait un stand de démonstration. Il y avait un stand de démo. On a vu. Après, il faut le voir dans une vraie maison, quoi. Comment ça s'implémente. Moi, j'ai un mot, ça va durer 5 secondes, mais je pense que c'est comme la NFC, comme beaucoup de techno, il y a une chaîne de valeur à créer. Le frigo connecté, pour moi, c'est pas une blague. Hein. Là, c'est une blague pour le moment. Mais demain, tu as un Carrefour. Mammouth ou Cora. Bon, tu as un grand distributeur qui se greffe au projet. Tu sens bien qu'il y a un potentiel juste énorme. Une gestion de tes courses. Non, mais il y a juste c'est juste qu'il manque le dernier maillot de la chaîne, c'est-à-dire le distributeur. Chacun de tes yaourts, tu vas pas scanner chacun de tes yaourts à chaque fois que tu mets un yaourt. Quand tu vas c'est ça, c'est le problème. Non, mais c'est le problème de tous ces objets connectés. C'est moins à en faire quelque part et mieux le produit, je pense, est conçu. Oui. Non, mais et le problème du frigo pour l'instant. Le scan, c'est pas le problème. Tu mets tes courses dans ton frigo, il scanne automatiquement tes yaourts. Non, tu veux. mais non, il scanne pas automatiquement. C'est le problème. Mais voilà. Il manque le scan et le dernier maillon de la chaîne, c'est-à-dire pour résumer, on parlera de frigo connecté, on sera enthousiaste quand le frigo pourra dire il te reste 2 yaourts, j'en ai commandé 6, ils sont livrés à 6. Exactement. C'est l'idée. À l'époque, tu vas recourir de nouveau. Pour le moment, on est loin parce qu'aucun distributeur n'y s'intéresse. Donc, et puis parce que clairement, il faut qu'il y ait plusieurs acteurs qui parlent ensemble. Donc on en est encore très très loin. Tout à fait. T'as encore des choses à ajouter, toi, Seb ? Non. T'as terminé ? on a eu la totale. On va terminer alors juste sur une question qui est évidente, qui a été posée au tout début, qui nous demandait si on trouvait que cette édition du CES 2013 était un peu en demi-teinte.
Donc on va répondre en 2 temps. Bon, clairement, on va répondre avec des pincettes parce que cette année, nous, on n'était pas sur place. En gros, on s'est appuyé sur nos confrères de cinet.com. On n'a pas pu y aller et pour une simple bonne raison, on va le dire une bonne fois pour toutes, c'est qu'on n'accepte pas les invitations d'un constructeur sur un salon où il y a les concurrents. C'est dit. Sinon, oui, nous, notre petite fenêtre de Levallois, on a trouvé que, bon, c'était... Franchement, oui, en demi-teinte. Ouais, clairement. Il y a eu, on va dire, 3-4 grosses annonces. Il y a eu 2-3 trucs excitants, je pense, sur chacun des périmètres. Moi, je trouve. Alors, moi je m'attendais évidemment plus à Barcelone, c'est normal. Maintenant, je pense que pour tout le monde, et on en a parlé avec Daniel, il n'y a pas eu de gros événements, nouvelles technologies. C'est surtout on l'a fait pendant toute l'émission, on l'a dit, oui, on l'a vu en 2012, oui, c'est une tendance qu'on avait déjà décortiquée. Bon, voilà. Par contre, confirmations. Voilà, il y a quand même 2-3 petites choses qui sont quand même assez sympas. Moi, je parle par exemple du Shield. Nvidia a tapé fort. Voilà, je trouve que c'est sympa. C'est indéniable. L'écran souple, voilà, c'est quand même sympa. On a enfin quelque chose qui va arriver cette année. Ce qu'on retiendra, moi, je vais vous poser tous la même question pour le coup. Qu'est-ce que vous avez retenu du CES? Moi, j'ai commencé pour ma part. Je trouve que les fondeurs ont fait le boulot, clairement. Et Samsung a tapé très fort, à mon sens. Comme d'hab. Mais là, il commence vraiment à peser lourd, je pense, dans l'histoire. Donc, je vais passer à chacun d'entre vous. Mathieu, moi, j'ai juste une petite question avant, justement. Est-ce que les constructeurs n'attendraient pas justement plutôt leurs événements, comme Samsung qui présente maintenant son téléphone, plus pendant un salon qui est dédié qui est pour tout le monde, mais en fait chacun va présenter ses gros produits. Quand on s'appelle Samsung, oui, maintenant, oui, clairement, il y a tous les autres constructeurs qui n'ont pas ce poids. Petits, voilà, mais les autres qu'on pouvait attendre, ils présentent leurs nouveautés. L'intérêt d'un salon comme le CES, quand t'es pas un des poids lourds, et des poids lourds maintenant aujourd'hui sur le marché, il n'y en a plus des masses, en gros ils sont 5, pas loin. Je laisse les fournisseurs de composants de côté exprès. Justement, c'est une manière d'arriver en disant regardez, ce que Sony a très bien fait. Non, mais avec le salon de Barcelone qui est en février, le salon de la photo qui était à la fin de l'année dernière. Voilà, très clairement, ce qui se passe, c'est qu'il y a plusieurs salons dans l'année. Clairement, voilà, il y a la mobilité qui est à Barcelone, il y a l'IFA où en gros c'est quasiment une répète du CES, il y a le Computex. Tout ça est saucissonné. Maintenant, le CES reste quand même le truc début d'année, juste après la dinde de Noël, où on donne le là de toute l'année. Peut-être moins, de moins en moins. Depuis 2-3 ans, il y a quand même, on sent, ça fait plus. Il y a beaucoup d'observateurs qui te le disent. Parce que nous, on voit ça de notre fenêtre française. Aux États-Unis, ça reste. Tu as certains observateurs qui pointent justement le fait qu'il y a une perte d'influence sur ce salon. C'est pas nous. Aussi, voilà, il y a le Computex qui monte en force, l'IFA aussi, Barcelone. Voilà. Et je pense que les salons se spécialisent en fait. Voilà. Il a raison sur un élément. C'est vrai que Samsung, ils vont faire leur S4, on le sait, ils vont faire leur S4 avec leur propre événement. Maintenant, c'est Samsung, c'est Apple, c'est Google, pour un ZTE, pour un Huawei, pour un Dell, pour Lenovo. Bon, voilà, eux, ils ont besoin de quand même ce relais médiatique qu'offre un salon. Voilà. Alors sinon, on produit, c'était l'écran un peu souple justement pour les téléphones portables que je trouve assez intéressant au niveau des débouchés, des fonctionnalités que ça peut apporter, etc. Donc ça, c'est un truc, Après, le reste, non, c'est vraiment dans la continuité, je pense, de 2012. Il y avait pas, j'attendais rien de ce salon, et voilà, j'ai pas été déçu comme ça. C'est un peu ça, quoi. J'attendais rien. Jérôme, toi, tu as passé la semaine avec nous. Donc, non, moi, évidemment, oui, le Samsung Youm, c'est génial. Le Nvidia Edge. Non. Oh, ce lapsus. Le Project Shield, pardon. Le Project Shield, c'est grave, c'est super intéressant. Mais en fait, plus qu'une trouvaille, j'ai surtout un regret, c'est de pas avoir eu de Leap Motion en fait au CES. On n'a pas vu de produit avec le Leap Motion. Avec Asus. Ils ont signé quelque chose. On est censé avoir des ordinateurs implémentés, genre au niveau du trackpad. On rappelle vite fait ce que c'est que le Leap Motion. En fait, c'est un boîtier. Un boîtier ou une interface qui permet de contrôler son ordinateur sans passer par le tactile. N'importe quel écran même. Mais par des gestes, et donc ça te repère en 3D, donc chaque doigt, etc. Donc c'est pareil des possibilités. Je sais, moi j'étais super déçu, je l'ai précommandé il y a 8 mois, je l'attends. On l'a précommandé aussi avec Surtout qu'ils avaient annoncé, le CEO avait annoncé un partenariat avec Asus. Et le produit doit être sorti en février. On est 15 janvier, c'est bizarre qu'au CES, on n'ait pas eu une présentation un peu plus propre ou un peu plus définitive du truc. Ça va cartonner, il y a énormément d'acteurs qui s'intéressent au Leap Motion. Oui, parce qu'en plus c'est $70. Ça va faire mal le Leap Motion cette année. C'est pas cher, c'est génialissime. C'est d'une précision, on voit dans les vidéos, en réalité, comme on l'a vu. C'est Minority Report, un peu qui nous regarde. Les premiers retours de développeurs sont super enthousiastes. Ça, c'est indéniable. Donc, à voir. Donc, Seb, alors moi, ne sors pas la fourchette. Non, le ficus. Non, la dent connectée. Oh, la dent connectée. Ça, c'est encore un concept que je vais déposer bientôt. Non, moi, je vais sortir des sentiers battus. Moi, il y a un objet vraiment qui m'a vraiment plu cette année, c'est la Géonaute.
On en a parlé, en fait c'est une caméra 3D, mais qui filme en total Full HD, quel que soit l'angle de vision qu'on choisit. Donc globalement, c'est super sympa. Donc c'est dédié d'abord pour les sportifs de haut niveau, mais ça peut servir à n'importe qui. Tu poses ta caméra, elle filme en 3D, et ensuite quand tu regardes la vidéo, tu choisis toi quel plan tu veux garder. Je trouve ça assez génial, quoi. C'est une sorte de GoPro, hein, c'est du fisheye, sauf que tu as le choix maintenant de l'angle de vision que tu veux prendre pour ton montage, par exemple. Ouais, ça t'a bien plu, ça. Et toi, Alex? Moi, j'ai dit, c'est le Yum et le Shield. Je trouve que c'est très intéressant. Après, moi, je pense que le Floater Power, là, le Ficus connecté, je pense que je vais me le prendre. J'ai un beau Ficus Benjaminia tressé qui est en train de crever. Et je me dis peut-être... Et toi, JP, on t'a pas demandé, qu'est-ce que tu as retenu, toi? Moi, le Yum. D'accord. Très concrètement. Uniquement le Yum et ouais, parce que c'est ce qui offre le plus de possibilités. S'il y a autre chose, et pourtant, je ne suis pas un Microsoftie convaincu. Je pense que mine de rien, c'est Windows 8 qui est en train de changer la donne, justement sur cette histoire de tablette, Ultrabook, Netbook, machin. Enfin, moi, ce que j'ai vu, c'est quand même le tour de passe-passe phénoménal sur les tablettes 10 pouces, sur lesquelles on met un clavier. Ça fait un Netbook, sauf que ça, un Netbook à 3 fois plus cher que ce qu'est un Netbook il y a 3 ans. Ça, par contre, ils l'ont bien compris, les constructeurs. Mais clairement, on parle souvent d'iOS, d'Android et compagnie. Je pense que Windows a quand même un bon coup à jouer. Parce que l'histoire du tactile, eux, sur des grosses machines ou sur de la convergence, ils sont capables de l'amener. Et pourtant, on n'était pas convaincus au départ. Donc voilà. Merci à tous. C'est une émission très longue, mais il y avait beaucoup de choses à dire. Merci aux 5 internautes qui sont restés jusqu'au bout. Non, mais de toute façon, on va chapitrer. Merci à ceux qui sont en régie, aux intervenants qui sont plus là parce qu'on faisait des plateaux tournants. Et tous ceux qui nous regardent un peu partout dans le monde, au Canada, au Maghreb, en Afrique. Tous les gens qui ont posé des questions. T'as quelque chose à vendre. Salut maman. T'as l'ADA ou je sais pas. Non, mine de rien, plus sérieusement, merci aussi à tous ceux qui ont suivi les quotidiennes pendant le CES. Les quotidiennes vidéo qu'on commentait, qu'on vous lit et on note vos remarques. Nous on se retrouve vendredi prochain pour un Cinet Live. Si, il va falloir. Non mais vendredi la semaine prochaine. Ouais. Sur le débrief vidéo. Parce qu'on est jeudi, on est en tournage, donc voilà. Et puis les prochaines échéances, donc Barcelone. Ouais. Il y aura aussi le salon auto de Genève fin mars. Et puis après, normalement, mars-avril, Apple qui va bouger. Google en mai. Voilà. Et ça nous fera déjà un bon premier semestre. Voilà. Bon, merci tout le monde. Merci à vous de nous avoir suivis. Et à la semaine prochaine. Bye bye. En vidéo également sur Dailymotion YouTube et en podcast iTunes. Retrouvez-nous sur Facebook /CinetFrance et sur Twitter @CinetFrance.